Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce que c'est le premier épisode officiel de notre saison 6. Ah oui, je suis excité. Vous allez voir, même Epstein, il y avait tout un autre côté de lui qui gérait un réseau de prostitution de mineurs. On parle d'un sujet qui m'a passionné beaucoup dans la dernière année, c'est la chaîne YouTube de Kate Yop. Parce que vous allez voir, la culture mukbang, c'est dégoûtant à certains moments. Ce soir, un sujet dont on n'a pas traité souvent, les sectes. Elle s'écrit avec les chiffres romains N-X-I-V-M et se prononce Nexium. C'est notre premier épisode enregistré en confinement. Il y a déjà le dernier épisode de notre saison 6. Des histoires étranges de l'ère numérique. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien. Juste pour vous mettre en contexte, on est le 31 décembre 2020. Ça va-tu finalement s'achever cette année-là? Hein? Oui, une année qu'on vit puis qu'on va encore vivre pour un certain moment, au jour le jour un peu. Hein? C'est difficile de prévoir un peu des projets d'avenir ou même des activités qu'on faisait dans le quotidien, qu'on se disait, dans 2 semaines, on va aller à tel endroit, tel endroit. Là, on peut plus rien faire, on peut plus faire de plan. Donc, il faut vraiment... je trouve qu'il y a une forme d'adaptation là, à juste vivre dans l'instant présent. C'est peut-être une leçon de vie aussi, là, mais c'est ça que je trouve le plus difficile de cette année. Ah non, c'est vrai, c'est difficile, mais bon, on pensait que c'était une bonne idée quand même là, de conclure cette année-là avec un épisode bilan, comme un peu, c'était la tradition à une certaine époque à Distorsion, hein, à chaque fin de saison, on en profitait pour faire un épisode bilan. Je pense qu'on a négligé un peu le contexte là, dans le concept, au cours des dernières années, mais quand même, là, étant donné que l'année a été quand même assez particulière, ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé, les Distordus, hein, on s'ennuyait. Ah oui, on s'ennuyait. Donc, on pensait que c'était important de faire cet épisode-là. Moi et Seb, on est dans la même pièce, mais on respecte notre distanciation sociale, on respecte les règles. Seb, vivant seul, a le droit de recevoir une personne, donc on est vraiment les deux sur une table à 2 mètres de distance. Donc, on respecte le plus possible nos mesures sanitaires. Sinon, les covidios, on vous voit. Hein? On vous voit, ceux qui sont partis en voyage, hein? ceux qui font tout ça là, pour leur équilibre mental. Là. On vous voit sur les réseaux sociaux, faites-vous-en pas. Les tricheurs. Big Brother. Yes, sinon on a un programme quand même assez intéressant pour vous ce soir, les Distordus. On voulait faire le tour de un de nos épisodes préférés de Distorsion de 2020, donc revenir chacun sur nos histoires préférées. On se l'est pas dit ni un ni l'autre, donc c'est un peu une surprise. Donc on a déjà fait ça dans le passé aussi. Donc on va revenir sur nos épisodes préférés. On va revenir aussi sur un top 3 des événements qui sont arrivés en 2020, qui nous ont marqué, qui ont marqué la planète Distorsion d'une certaine façon. Que ce soit des histoires de l'ère numérique, des histoires de true crime, des trucs un peu weird aussi. On va parler de ça. On va parler aussi de nos meilleures séries télé, séries documentaires, meilleurs podcasts. Donc, on fait un genre de bilan. Ça va être dur de tout couvrir parce qu'on sait qu'il s'en est passé des choses en 2020, mais on va au moins tenter de traiter des sujets qui nous ont marqué le plus. Merci à vous aussi, les Distordus, de nous avoir envoyé des sujets, de nous envoyer des événements via le groupe de discussion sur Facebook. C'est très apprécié. Puis aussi, on a plusieurs shout-outs à donner, puis on a même quelques petites annonces à faire, mon cher Seb, notamment le tome 2 du livre de Distorsion qui est en production. Oui, Émile et moi, pour le début de 2021, on va travailler très, très fort pour compléter la rédaction du livre de notre tome 2. On peut pas encore vous donner beaucoup de détails, mais on peut vous dire qu'il y aura beaucoup d'histoires exclusives qui n'ont jamais été traitées dans le podcast. Et on fait toujours un effort, mais on a vraiment fait un bel effort pour bien sélectionner les histoires pour qu'elles vous plaisent. Évidemment, les quelques histoires qu'on a choisies, qui ont déjà été traitées dans le podcast, évidemment, on va les retravailler, refaire la recherche, parce que vous le savez, on fait toujours ça lorsqu'on transfère une histoire du podcast au livre. Et honnêtement, j'ai hâte de me plonger encore dans l'écriture du livre, là, comme la dernière fois. Tout à fait. Ron est de retour aussi aux illustrations. Donc, notre cher Ron, on voulait pas l'oublier. On sait qu'il y avait eu
eu une année 2020 assez chargée. Donc là, on revient avec lui pour le tome 2 de Distorsion. C'est la même formule. Tout le monde semble avoir aimé la formule. Notre livre numéro 1 a été best-seller. Donc, on est hyper content de ça. C'est ce qui a permis d'en faire un tome 2. On veut donner un shout-out aussi à notre bon ami Simon Predge qui a sorti, lui aussi, chez le même éditeur que nous, un livre d'Ars Moriendi sur les familicides. Donc, on vous suggère de le lire en attendant, du moins, le tome 2 de Distorsion. Mais nous, on va plancher là-dessus début 2021. Et puis, ce qui fait en sorte que, tu sais, il y a eu quand même pas mal de changements dans nos vies en 2020. Moi, j'ai eu un nouvel emploi, en fait. J'ai quitté Ubisoft où je travaillais auparavant. Et là, j'ai un emploi qui est très prenant aussi. Seb aussi, vraiment, du côté de ton entreprise, ça a explosé dans les derniers mois. Donc, Seb est très pris. Donc, faut pas oublier que Distorsion, on fait ça en dehors de nos temps de travail. Donc, ça fait des grosses semaines parfois. Donc, notre retour en podcast, là, ça va être après la fin de la rédaction du livre. Donc, possiblement vers avril, dans ce coin-là. On veut pas se brûler. T'sais, on a très hâte de revenir, mais en même temps, il faut revenir en forme. En forme, exactement. Mais c'est pas si tant décalé que ça. Habituellement, on commence mi-mars, début mars. Donc là, ça risque d'être avril, mi-avril. Donc peut-être un mois de décalage. Donc c'est pas trop pire. Vous allez pouvoir patienter. Oui, ben oui. Puis on veut revoir aussi, on veut revoir la formule aussi. Nous, on aime bien. Je pense pas que la formule de Distorsion va changer énormément. Ça va être encore Émile et Seb qui discutent d'histoires étranges. Mais on veut revenir un peu justement sur le format d'un épisode. Sur l'intro, la musique, ces choses-là. On veut revenir là-dessus, rebrasser un petit peu ça, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, si vous avez des idées, eh bien, vous pouvez nous les envoyer. Puis aussi, toujours un peu, si on revient sur les événements Distorsion eux-mêmes, en fait, un des événements importants pour nous, du moins pour notre équipe, ça a été l'arrivée d'André Beaupré. Ben oui, André qui est notre monteur, en fait, mais qui est bien plus, qui nous aide sur YouTube, qui nous aide avec nos thumbnails, parfois en édition graphique, en choses comme ça. Donc, c'est un peu un homme à tout faire du visuel et du son. Et puis, sans l'aide d'André, on aurait eu vraiment beaucoup de difficultés à livrer notre dernière saison. Donc, on espère même qu'André sera de retour avec nous pour la prochaine saison et qu'on pourra l'impliquer même un peu plus dans Distorsion. Donc, on revient en forme et vous allez voir, on a aussi plein de projets. On peut pas tout vous dire en ce moment. Il y a d'autres projets très stimulants qui sont sur la table pour Distorsion. Donc, ça, c'est une chose. Donc, shout-out à André. Aussi, on voulait vous rappeler, en fait, que notre série télé, notre série documentaire qu'on a réalisée en 2019 avec Trino, mes filles et Québécois, il est disponible en ce moment là, sur le web. Non seulement la série est disponible, mais tout le contenu exclusif qu'on a fait, les capsules, unboxing, des boîtes surprises du dark web est là-dessus. Vous pouvez tout retrouver. C'est sur le site de vidéos en ligne de TVA. Donc, sur le site de TVA+, c'est à www.cube.ca. Cube, c'est QUB /TVA+. Et là, vous avez juste à chercher Distorsion et vous allez nous trouver. Aux dernières nouvelles, ça semblait aussi être accessible en Europe. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas si c'est voulu. Peut-être que oui, peut-être que non. Essayez-vous, du moins. Mais la série est là, c'est gratuit, disponible à tous. Donc, ceux qui sont en manque de Distorsion peuvent se taper notre série documentaire, qui est très différente du podcast. C'est vraiment nous qui allons à la rencontre de gens qui ont vécu des histoires étranges. Donc, un petit peu différent du podcast, mais complémentaire d'une certaine façon. On traite les mêmes thèmes, en fait. Ben oui, exactement. Donc, c'est un peu ça pour nos annonces. Donc, le livre, la série télé qui est disponible sur le web, notre retour en podcast. Mais on voulait aussi souligner, en fait, vous, les distordus, qui nous soutiennent depuis tellement longtemps, tous ceux qui nous envoient des tournées de bière, tous ceux qui nous envoient de l'amour au quotidien, et ceux qui nous achètent de la merch aussi sur notre boutique au distorsionpodcast.com. Merci à vous. Merci de votre patience parce que des fois, on sait que ça peut être long, la merch. Vous comprendrez que nous, en fait, on fait affaire avec un service qui produit des vêtements pour nous. Nous, on sélectionne évidemment, on crée le design, on sélectionne les pièces, les morceaux, les t-shirts, ces trucs-là. Mais par la suite, il y a une petite part d'inconnu. Donc, si vous habitez en Nouvelle-Zélande et que l'item est envoyé de l'entrepôt aux États-Unis, par exemple, ça se peut que ça soit long. Donc, merci de votre indulgence. On apprécie vraiment votre soutien. Merci à tous ceux qui démarrent des discussions sur notre groupe de discussion sur Facebook, qui est toujours très actif. Merci à nos membres Patreon aussi. On sait qu'on est un petit peu moins actif sur
sur Discord et tout ça ces temps-ci, mais inquiétez-vous pas, quand on va revenir en podcast, c'est évident qu'on va aller faire des sauts là-bas. Puis petite note à nos auditeurs sur Patreon, sachez que vous n'avez pas besoin de vous désabonner pendant qu'on est en pause. En fait, c'est nous qui allons désactiver les prélèvements bancaires. Donc, vous n'avez pas à vous en faire avec ça. Et quand on va revenir, quand on va produire du contenu, tout ça, on va les réactiver. On va vous le dire en avance. On a foiré en décembre. Oui, on s'excuse parce qu'on pensait qu'en le désactivant, ça ne reviendrait pas. Donc, on l'a désactivé une fois pour novembre et hélas, c'est revenu en décembre. Mais faites-vous-en pas, ceux qui ont payé vont avoir un mois gratuit à notre retour. Donc, on vous garde bien en note. Et parlant de Patreon, Seb, on a toujours des shout-outs à donner parce qu'on a toujours plus de membres Patreon, en fait. Oui, ça n'arrête jamais. Donc, on peut y aller. Je te laisse commencer. Oui, un shout-out très particulier à notre cher ami Kazi. Oh oui, beaucoup d'amour à toi, Frédéric D. Merci d'être là pour nous. Merci, Alice C. Gros shout-out à Dominique R. Je te fais un high five, Sarah G. Une grosse poignée de main en distance sanitaire à Didier C. Et un shout-out à toi, mystérieux Rapo. On envoie un bisou virtuel à Justine G. Shout-out à Anne D. Merci. Aussi, un gros merci à Colline et Simon. Oui, un autre shout-out à Florian L. Un autre high five à Vincent M. De l'amour à un autre mystérieux Bonzilla. On envoie aussi un câlin virtuel, aux douces folies de Nikki. Oui, et on termine avec, non la moindre, Lisa P. Oh oui, merci à tous nos membres Patreon d'être avec nous. Oui, merci à vous, sincèrement. Yes. On a aussi une bière de la semaine, mon cher Seb. Cette semaine, on boit la Moralité de Dieu du ciel, en fait, qui est une IPA américaine, qui est quand même assez tropicale, hein, où c'est une blonde orangée, qui est au houblon là, Simcoe, Citra et Centennial, une bière non filtrée, qui a très bon goût, en fait. C'est pas une bière qui est nouvelle en soi, la Moralité, sauf que Dieu du ciel, en fait, nous ont envoyé des caisses de leur bière, en fait, pour souligner leur nouveau branding, leur nouvelle signature visuelle. Donc, ils ont changé un peu. Avant, il y avait une signature un peu plus médiévale. Mais maintenant, on est revenu à l'ère moderne avec ce beau graphisme. Mais la Moralité, on vous encourage fortement à l'essayer. Oui, elle est délicieuse. Et là-dessus, mon cher Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans ce bilan 2020? Oui, monsieur. Allons-y. Ouais. Donc, je te propose de commencer, Seb, peut-être, commençons avec notre top 3. Tiens, on peut commencer avec notre position 3 de nos épisodes de Distorsion préférés de 2020. Et puis, tout en se gardant la surprise, bien sûr. Je te laisse commencer, mon grand. Excellent. Moi, l'épisode, le premier épisode que je vais vous parler, c'est Epstein, en fait, qui était le premier épisode de notre saison 6, Jeffrey Epstein. Mais est-ce que c'est la troisième position? On dirait que ils sont toutes égales. Ils sont toutes égales, OK. C'est parfait. D'une certaine manière, j'ai eu de la misère à vraiment me décider sur leur position. Epstein, vous savez, Jeffrey Epstein, milliardaire, qui a été arrêté en 2019 finalement pour trafic sexuel, abus de jeunes filles, etc. et qui s'est suicidé un mois plus tard dans sa cellule en août 2019. En attente de son procès. Oui, exact. Et ça l'a fait beaucoup jaser, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de royauté qui est liée à ça, des gens très, très importants. Le prince Andrew, entre autres, Bill Clinton. Oui, et autres. Là. Et même, une des personnes qu'on sait, qui est Ghislaine Maxwell, qu'elle était toujours un peu restée introuvable depuis son arrestation. On la trouvait pas. C'est un peu elle qui était... c'est un peu elle la pimp d'une certaine façon. C'est elle qui gérait le recrutement des jeunes filles. Exactement, c'est elle. Oui, parce qu'on le sait, c'est plus facile de recruter des jeunes filles quand tu es une femme. Les filles ont plus confiance. Et Ghislaine, même lorsque Epstein avait été arrêté en 2009, elle a toujours été soupçonnée et tout ça, mais elle a toujours réussi à s'en sortir. Et même dans les dernières années, il y a eu des poursuites au civil, parce qu'aux États-Unis, on peut poursuivre quelqu'un qui nous a fait du mal.
il y a plusieurs d'anciennes victimes de Epstein et de Ghislaine qui ont poursuivi Ghislaine et qui ont gagné, dans le sens qu'il y a eu des ententes hors cours de plusieurs millions de dollars. On n'a pas, évidemment, vu que c'est des ententes hors cours, on n'a pas le détail de tout ça. Mais bref, au fil des années, elle réglait les poursuites aux civils comme ça. Et quand Epstein est arrêté, elle était recherchée parce qu'elle reste un témoin ou quelqu'un d'important dans cette histoire-là. Et ils l'ont seulement arrêté cette année, en fait, où il y a eu une mise à jour après notre épisode. C'est l'arrestation de Ghislaine qui a eu lieu en juillet cette année. 2020. 2020, exact, où elle a été arrêtée. Puis là, on s'est mis à apprendre plusieurs choses sur elle. Par exemple, qu'actuellement, elle a un mari. Elle a été arrêtée dans sa maison du New Hampshire avec son mari. Parce que c'était pas clair si elle était c'était pas la femme d'Epstein, hein? Tu sais, les deux étaient un peu souvent vus ensemble et tout ça, mais... ils se sont fréquentés, en fait. J'ai refait un peu le pedigree de sa relation parce que Ghislaine Maxwell, elle a hérité de Robert Maxwell, qui a eu un gros conglomérat de médias avant sa mort. Oui, elle était déjà riche. Oui, elle était déjà très riche. Elle a été élevée dans un mansion, dans un manoir de 53 pièces. Là. Tu sais, dites-vous, sa vie, comment qu'elle a pu se dérouler. Tu sais, c'est quelqu'un qui a toujours habité dans la richesse et qui n'a jamais manqué d'argent dans sa vie. Là. Elle est mariée à Scott Bogerson, qui est 14 ans plus jeune qu'elle. No. Parce qu'elle a 57 ans actuellement. Et lui, il a 14 ans plus jeune, donc 43 ans. Et lui, il a fondé une compagnie qui fait de l'analyse de data pour le commerce maritime. Et il a une valeur quand même de 100 millions de dollars. Là. Tu sais, même l'ancien PDG de Google a investi dans son entreprise. Et quand elle a été arrêtée, même lui, parce que on le sait, elle a voulu sortir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont suivi peut-être le dossier, elle demandait, malgré pour un bail, voyons, j'ai oublié le mot en français. Une caution. Une caution, merci, de plus d'1 million de dollars pour sortir, mais ça a été refusé parce qu'il y a trop de risques, étant donné qu'elle a 3 ou 4 nationalités. Il y avait trop de risques pour elle qu'elle puisse s'envoler et se sauver. Donc, le juge a refusé. Et même en décembre, il y a quelques jours, je crois, ça a été confirmé qu'elle restait encore en prison jusqu'à son procès. Et même l'homme, son mari, Scott, lui, il a proposé 28 millions en caution et en assurant une surveillance 24 heures sur 24 de sa femme. Et ils n'ont pas voulu non plus. Mais je me mets à la place de cette personne-là parce que ça a l'air que quand ils se sont rencontrés autour de 2013, lui, il est encore avec sa femme, 2 enfants. Puis il y a eu une relation d'adultère pendant un certain temps avec Ghislaine pour finalement laisser sa femme se marier. Mais crime, comment tu peux... Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui est brillant et tout. Comment tu peux te tomber en amour? J'ai de la misère avec ça. Quelqu'un qui est soupçonné, tu sais, elle n'est pas juste soupçonnée, là. Elle a réglé des cas à l'amiable. Ah oui, elle avait la main dans le genre à biscuits, là. C'était carrément... c'était une proxénète, selon moi, là. Ben oui, absolument. Oui. Et puis elle est accusée là, de trafic et tout ça, de jeunes filles, etc., d'avoir facilité tout ça, et même de parjure également, parce qu'elle a toujours nié tout ça. Bref, Ghislaine est derrière les barreaux, j'aimerais, en tout cas, sans vous spoiler, là, ça se peut qu'on vous en parle plus en profondeur dans notre prochaine saison de Ghislaine. Heureusement, elle est encore sous les barreaux. J'ai pas de date par rapport à son procès, mais ça s'annonce pas bien pour elle. Là. Puis j'espère, en fait, qu'elle va pourrir en prison parce que j'ai pas d'empathie pour elle, zéro. Puis on dirait que des fois, il y a certaines victimes, pas victimes, pardon, mais des gens qui font des choses mal. On peut avoir une certaine empathie, on peut comprendre leur chemin de vie, tout ça, mais on dirait qu'elle, j'en ai pas d'empathie. Parce qu'on peut comprendre, il y a plusieurs jeunes filles que Epstein a recrutées, qui ont recruté d'autres jeunes filles à leur tour. Puis tu sais, mais donc ces filles-là aussi pourraient être accusées, mais d'une certaine façon, c'était beaucoup des filles qui, tu sais, on le sait. Epstein, il y avait son méga manoir à Palm Beach, mais à côté, tu as West Palm Beach, qui est beaucoup plus défavorisé. Puis c'est là que Epstein allait recruter ces jeunes filles. Il y a même des gens qui se tenaient dans les cours d'école là, pour recruter des jeunes filles pour Epstein. Mais souvent, ces filles-là étaient un peu défavorisées. On les amenait chez Epstein, puis là, on leur promettait une genre de commission si elles recrutaient d'autres jeunes filles. Mais ces recruteuses-là, entre guillemets, sont des victimes autant que les autres. Ah ben oui, absolument. Ils ont été
été parce qu'ils ont été manipulés. Mais là, Ghislaine, est-ce que Ghislaine a été tant que ça manipulée par Epstein? Bonne question. Là. Je pense qu'elle faisait partie plutôt de la gamique. Ah oui, vraiment. Puis c'est ça, je lisais sur elle. C'est son père à Ghislaine qui a présenté Epstein fin des années 90. Fin des années 80, en fait. Fin des années 90, puis c'est là que tout a commencé, en fait. Puis ils ont été amoureux, puis tout ça n'est pas clair. En toutes les références, ils disent que c'est pas précis le temps qu'ils ont été ensemble officiellement, mais ils ont été ensemble quand même un certain temps. C'est elle qui a présenté le Prince Andrews et tout ça, mais c'est ça. Mais elle a quand même toujours continué, même selon les témoignages des victimes, ils disaient que c'était elle qui menait, puis ils l'appelaient souvent la femme de Epstein ou la femme de la maison ou celle qui gère la maison. Donc mais c'est vrai que c'est étrange. J'arrive pas à concevoir dans sa tête elle-même. C'est elle-même une femme. Comment qu'elle peut faire tout ça? Mais bref, fait que c'est ça. Fait que moi, un des cas qui m'a vraiment marqué dans les cas qu'on a discuté, c'était Epstein, puis avec Ghislaine aussi, le cas n'arrêtera pas. Là. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir au grand jour en 2021. Oh oui, c'est clair. Ben, c'est un bon départ, Seb. Tu commences en force avec l'histoire de Epstein. Oui. Moi, je vais enchaîner avec mon numéro 3. En fait, mon numéro 3 de la dernière saison de Distorsion, c'était l'étrange disparition de Ray Gricar. Oui. On se rappelle, Ray Gricar, c'était, ou c'est peut-être encore, on ne le sait pas, un important procureur américain. Et le 15 avril 2005, là, il part au volant de sa Mini Cooper rouge sans dire le moindre mot à personne. Et le lendemain, sa voiture est retrouvée là, à plus de 100 km de sa résidence, mais aucune trace de cet homme-là n'est retrouvée nulle part. Ce qui est étrange avec l'histoire de Ray Gricar, c'est que plusieurs mois plus tard, il y a son ordinateur portable qui est repêché dans une rivière, mais là où le disque dur est manquant. Donc, oui. C'est encore plus mystérieux. Et donc là, qu'est-ce qui est arrivé avec Ray? Est-ce que sa disparition est en lien avec un des dossiers qu'il traitait en tant que procureur? Est-ce qu'il aurait été assassiné? Est-ce qu'il se serait suicidé? Donc, ça laisse place vraiment à plusieurs interprétations. Puis 2020 a marqué un peu les 15 ans là, de la disparition de Ray Gricar. Et ça fait 15 ans qu'il y a plus ou moins de nouvelles, en fait, là-dessus. C'est une histoire qui a énormément ébranlé les Américains, entre autres, parce que c'était un homme qui est extrêmement respecté, mais aussi c'est quelqu'un qui était dans des dossiers assez controversés. L'histoire de Jerry Sandusky, entre autres, entraîneur de football qui avait été pris dans un scandale de pédophilie ou d'attouchement auprès de mineurs. Et Ray Gricar était dans des dossiers comme ça. Là. Donc, est-ce que ça serait lié à ça? En parallèle, il avait traité d'histoires aussi d'importation de drogue. Il avait traité d'une histoire aussi avec les Hells Angels, donc les groupes de motards criminalisés. Donc, il y a plusieurs raisons de détester un procureur quand on est du milieu criminel. Donc, est-ce que tout ça serait lié à sa disparition? C'est une très bonne question. On sait aussi que son frère, le frère Ray Gricar, s'était donné la mort en sautant d'une rivière. Donc, c'est très similaire aux circonstances de sa disparition. Donc, est-ce que Ray aurait eu tendance à faire la même chose que son frère? Encore une fois, c'est très mystérieux. Donc moi, c'est une histoire que c'est un gros rabbit hole dans lequel on s'était plongé, mais qui n'a pas eu vraiment de développement là, en 2020. Oui. Au niveau légal, est-ce qu'il est disparu? Est-ce qu'il est mort? Tu t'en souviens-tu? Comme son statut au niveau de la loi? Ou on le sait-tu, ça? Si je ne m'abuse, il serait décédé au niveau de la loi parce que sa fille, en fait, a fait une demande 6 ans après sa mort. Donc, à sa disparition. Oui, après sa disparition, pardon. Oui, quel lapsus. Toutefois, ça avait créé plusieurs réactions là, sur Internet. Des gens avaient dit, ouais, mais si sa fille demande comme ça là, de le faire considérer mort, est-ce qu'elle serait impliquée et tout ça? Tu sais, 6 ans après, c'est quand même long, là, 6 ans. Après la disparition de quelqu'un. Oui, puis il faut se mettre à la place de la famille aussi, parce qu'on le sait, une disparition, tant que tu n'as pas la confirmation, ou du moins dans ta tête que la personne est morte, c'est dur de faire le deuil. Oui. Et je me mets à sa place aussi, là, elle doit vouloir fermer le dossier et continuer sa vie aussi, fermer un peu ce chapitre-là. Là. Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Donc, c'était mon top 3, l'histoire de Rig Ricard. C'est une histoire aussi que Victoria avait traitée dans son livre, Victoria Charlton. Donc, elle aussi qui a lancé un livre au cours de la dernière année, plus 2019, je crois, avec le même éditeur que nous. Donc, j'avais bien aimé aussi le traitement que Victoria avait fait de cette disparition-là. Nous, par la suite, on s'était un peu plus focalisé sur le disque dur, sur le côté un peu plus technologique de la chose. Donc, c'est une histoire que je vous conseille, si vous n'avez pas écouté cet épisode-là. C'est l'épisode 75 de Distorsion que vous pouvez aller vous taper. Et maintenant, Seb, à toi de nous présenter ton deuxième choix. Mon deuxième choix, c'est BTK, Bind, Torture and Killer. Oui, une autre grosse histoire. And Kill, plutôt. Oui. Ben, en fait, c'est la première fois. Pourquoi je l'ai choisi aussi? C'est un de nos premiers cas qui date des années 70, qu'on a pu traiter à Distorsion, étant donné qu'il est arrêté pas si longtemps que ça, là, dans les fins des années 90, suite à des traces numériques que la police lui avait. La police lui avait tendu un piège, mais grâce aux métadonnées sur sa disquette, sur une disquette à laquelle il avait envoyé un document aux policiers. Il n'avait pas effacé ses métadonnées, il devait l'ignorer comme la majorité des gens. Et ils ont pu retracer sa trace, mais il a quand même tué une dizaine de personnes sur une durée de 30 ans. C'est sûr qu'il y a eu des périodes plus actives là, dans les années 70. Là, souvent, il ligotait ses victimes dans des positions assez étranges, mais jamais il y avait des relations sexuelles avec les victimes en tant que telles. Là. Souvent, il allait se masturber sur les victimes, mais jamais, il n'y avait pas d'acte sexuel avec les victimes. C'est assez étrange. Il y avait une grosse mise en scène et tout, avec un masque. Et il vivait une vie parfaitement normale. Hein. Il y avait des enfants, il était pas chef d'une église, mais il était genre directeur ou comme ça, il s'occupait d'une église. Bref, BTK, toujours en prison. Il n'y a pas eu d'update en 2020. Je suis allé vérifier. Sa fille est toujours un peu pas dans l'entourage, mais dans les médias autour de ça parce qu'elle a beaucoup parlé de ça dans les dernières années. Puis je ne sais pas pourquoi, l'année passée aussi, il y a eu beaucoup d'emphase sur ce cas-là. Je pense qu'elle fait lancer un livre ou quelque chose comme ça, mais il y a eu beaucoup d'entrevues avec elle. Je ne sais pas si c'est Mindhunter, la série Mindhunter aussi. Qui a fait relancer un peu ce cas-là, du moins dans l'univers collectif, là, où ce que les gens en ont parlé. Ben, c'est sûr que quand l'histoire a été résolue, ça fait beaucoup discuter, entre autres sur Reddit. Tous les sujets de discussion étaient centrés là-dessus. C'était une grosse nouvelle, un gros breaking news quand c'est arrivé là, l'histoire de BTK. Puis, comme tu dis, nous, au départ, on n'était pas sûr d'en parler. Ça fait plusieurs saisons même qui est dans le collimateur. Puis, c'est vraiment lorsque justement, il y a eu un peu de nouveautés, de révélations et tout ça avec l'ADN même que justement on s'est dit on se lance là-dedans et puis on le fait. Puis ça a été un peu, je dirais pas un boulet, mais c'était un gros dossier. Tu sais, vu que ça s'est échelonné sur plus de 30 ans, puis c'était toi, Seb, qui était le lead sur ce dossier-là. Oui. Parce que la manière qu'on fonctionne, on est les deux, évidemment, moi et Seb, on fait des recherches sur certains dossiers, mais on en prend toujours... on en attaque deux à la fois. Donc, généralement, moi, je prends le lead sur une histoire. Si Seb connaît une histoire un peu plus que moi, ben, il prend le lead. Et puis là, c'est Seb qui avait le lead là-dessus, mais c'est tellement un gros dossier que à chaque semaine, on se disait, ouais, quand est-ce qu'on fait BTK? Puis, j'ai presque fini. Ah oui, c'était gros, là. Oui. Ah ouais, puis finalement, on le fait plus vers la fin de la saison, parce qu'on savait que c'était un gros morceau, puis qu'on voulait mettre des efforts, quoi. Oui. Puis il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu parler. Puis même moi, après qu'on ait travaillé sur l'épisode, j'ai continué à fouiller le dossier, même encore aujourd'hui, parce que je me suis replongé dans Mindhunter, justement, puis il en parle, j'ai recommencé à faire des recherches. C'est un homme fascinant, en fait. C'est grave tout ce qu'il a fait, mais c'est fascinant leur psyché à ces gens-là. Ils ont quelque chose de très, très particulier. Mais oui, ça a été un de mes cas marquants de la saison 6. Oui. De mon côté, maintenant, ma deuxième histoire, c'est l'épisode 72 qu'on a sorti en 2020. C'est l'histoire de Bianca Devins et de meurtre sur Instagram. Pour vous donner un petit résumé, en juillet 2019, donc une histoire quand même récente, un drame frappe l'Internet alors qu'un jeune homme du nom de Brandon Clark diffuse en direct sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, des images d'une jeune femme qui vient d'être assassinée. Donc, Bianca Devins, âgée de 17 ans,
ans seulement, succombe à ses blessures pendant que son agresseur tente de s'enlever la vie. Donc, cette scène digne d'un film d'horreur est entièrement diffusée sur les réseaux sociaux. En fait, comment cette tragédie-là aurait pu être évitée, c'est particulier, hein, parce qu'il y a eu énormément de discussions sur 4chan, sur Discord. Oui, Bianca Devins, c'était vraiment quelqu'un qui était très active là, sur les réseaux sociaux et qui laissait beaucoup de traces, qui attirait aussi, en fait, c'est un peu dans cet épisode-là qu'on a, on a discuté un peu des arbiters, donc des gens qui vont un peu orbiter, là, qui vont tourner autour de filles sur Internet, et ça nous a amené un peu dans le monde un peu des e-girls qu'on appelle. Elle se définissait un peu comme ça. Donc, les e-girls, ça pourrait être des e-boys aussi, là, mais dans le cas des e-girls, e-boys, peu importe, eh bien, c'est des gens qui vont être vraiment actifs sur les réseaux sociaux, notamment Discord ou même Twitch et tout ça. C'est des gens qui vont être un peu reclus dans leur monde virtuel et qui vont attirer énormément de gens comme eux. Il n'y a rien de mal à ça, hein, être e-boy, e-girl, il y en a énormément. Mais par contre, ça peut attirer des gens parfois qui ont des mauvaises intentions. Et c'était le cas d'elle, donc de Bianca Devins. C'est une histoire qui est vraiment tragique. Lorsque c'est arrivé, on a presque suivi ça live. Je me rappelle, quelqu'un avait posté sur le groupe de discussion de distorsion au moment où ça venait d'arriver, puis on se demandait, ben voyons, est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est une mauvaise joke ou quelque chose comme ça, mais non, c'était vraiment vrai. Brandon Clark postait des photos du cadavre de Bianca, donc très difficile à supporter toute cette histoire-là. Ça nous a amené aussi à faire un épisode spécial lorsqu'on était en confinement. Vous savez, on a lancé une petite série là, de live stream sur YouTube. Vous pouvez aller tout regarder ça, vous allez voir nos beaux visages. Isolement, exactement. Et on a fait un épisode spécial où moi j'étais absent, où Seb a fait une interview avec Pinky Sammy et Kazi, qui sont deux gamers, et on a discuté justement du concept de e-girl, mais de arbiter aussi. Dans les deux cas, ces deux filles-là ont aussi eu à gérer des gens qui étaient un peu fanatiques d'elles. Donc, ça nous a plongé, ce cas-là, dans toute ce rabbit hole un peu de gens qui streament sur Internet, de gens qui fréquentent certaines sections de 4chan qui sont peut-être pas recommandables, ou même Discord. Donc, c'est une histoire qui est très intéressante, qu'on vous conseille d'aller écouter, la 72 sur Bianca Devins. Quelques développements quand même, là, en février 2020. Brandon Clark, qui était justement son petit ami, ou du moins, là, a changé son plaidoyer pour coupable, parce qu'auparavant, il avait plaidé non coupable aux accusations du meurtre de Bianca. Et donc là, on se disait, ben là, comment ça peut pas être toi? Là, tu plaides non coupable, tu t'es filmé sur ton compte et tout ça. Mais c'est surtout, un changement comme ça a surtout de l'impact auprès de la famille. Parce que la famille, au départ, va avoir vraiment beaucoup de difficultés à vivre son deuil si la personne plaide non coupable, alors qu'on sait pertinemment que c'est lui. Là aussi, c'est pas lui. Les chances sont très minces, du moins, là, parce que là, il s'expose sur les réseaux sociaux. Il avait publié sur Discord par la suite. Non, c'était pas une histoire très, très rose, tout ça. Non. Et là, quand les parents sont devant cette personne-là, les parents de Bianca, et puis qu'ils se rendent compte que la personne plaide non coupable, c'est presque une insulte. Donc là, Brandon Clark est revenu sur ses déclarations, puis là, il a décidé de plaider coupable et d'offrir ses excuses à la famille. Et lorsqu'il a fait ça lors de l'audience au tribunal, il portait un t-shirt rose en l'honneur de Bianca, puisque c'était sa couleur préférée. Mais c'est pas un peu creepy, là, ça? C'est insultant aussi, je trouve. Ben oui. Dans sa tête, on dirait qu'il a voulu bien faire, mais... Non. Ça rachètera rien. Il n'y a aucune façon de bien faire rendu là, tu sais. Tellement. Ah non, exact. Oui, il m'a traumatisé cet épisode-là, honnêtement. Ben oui. J'y pense encore souvent, malheureusement, tu sais. Puis j'avais regardé vite les trucs sur Instagram. Je voulais pas trop voir parce que ça me reste trop dans la tête. Puis depuis ce temps-là, j'y pense quasiment chaque semaine. Je sais pas pourquoi ce cas-là m'a marqué plus que d'autres à cause de la gravité, à cause du... C'est tout l'ensemble. Là, c'est pas juste le meurtre, c'est le meurtre diffusé en live. Le contexte. Oui, exact. Les commentaires sur Discord. Oui, tout ce que Bianca vivait, là, pas juste avec lui, mais avec d'autres aussi.
Non, c'était une histoire vraiment troublante. Moi aussi, ça m'avait beaucoup troublé là, quand j'avais fait de la recherche là-dessus. Puis on espère que la famille va réussir un peu plus à réaliser son deuil avec justement le plaidoyer de culpabilité de Brandon Clark. Là. Non, exact. Non, ça doit pas être facile. Et toi, Seb, à ton tour, pour ta dernière histoire. Dernier, non le moindre. Est-ce que c'est ton numéro 1 de l'année? Oui, c'est quand même mon numéro 1. Là. Tantôt, je te disais, j'avais pas de top 3, mais en regardant mes choix... c'est Paul Leroux. Oui, bien sûr. Paul Leroux, on a fait 2 épisodes tellement c'était un gros cas. Ah oui, même 3 avec l'interview avec Evan Ratliff. Oui, t'as raison. Puis honnêtement, on aurait pu faire une saison complète sur ce cas-là qui est énorme. Paul Leroux, je vous rappelle, c'est un jeune geek, en fait, qui a fait fortune au départ dans la vente de médicaments en ligne. Il flirtait sur disons, une zone grise américaine pour de la vente de prescriptions en ligne et de médicaments, évidemment. Et pendant plusieurs années, il a réussi à se monter une énorme fortune. Et par la suite, avec son argent, mais là, il était impliqué dans de la vente d'armes, de drogue et même un coup d'État, là, tu sais. Fait que c'est assez particulier. Tout ça a été vraiment un de mes cas préférés. Et en 2020, mais ça, on vous en avait parlé parce que quand on l'a enregistré, c'était déjà le cas, mais en juin, il a été emprisonné finalement à perpétuité. Pour 25 ans, c'est vrai. 25 ans pour les crimes qu'il a fait en juin. Et il est en attente d'un procès aussi aux Philippines. Parce qu'aux Philippines, il a quand même tué, il est responsable de la mort de 7 personnes, dont Catherine Lee. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, la courtière immobilière là, qui s'est fait prendre dans un guet-apens. C'est pas de sa faute, là. Il y a un peu tout ça là, qui est en attente pour lui. Parce qu'au départ, quand ils l'ont arrêté en 2012, Paul, il lui avait donné... il lui avait promis, une certaine immunité s'il révélait des choses. Mais malgré tout, je pense que ça a quand même pris 8 ans là, avant qu'on ait disons, une conséquence à ça. Malgré tout, je pense que la gravité de ses gestes ils n'ont pas pardonné, je veux dire, au point d'avoir une immunité pour tout ce qu'il avait fait. Là, ça ne ferait pas de sens qu'il devienne seulement un informateur et qu'il soit libre comme l'air. Là, ça n'avait pas de sens. Fait que finalement, il a été arrêté. Selon moi, je ne suis pas sûr qu'il va ressortir de prison en vie, là, surtout s'il est accusé des autres meurtres. Puis ce genre d'extradition-là, je ne sais pas comment ça marche. On a eu une couple de cas là, avec Amanda Todd, par exemple, que son agresseur, son prédateur, il n'est pas au Canada, mais supposément, il va avoir un autre procès au Canada aussi où il va être condamné. Donc, il y a tout ça, encore une fois, que je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais bref, Paul Leroux, un autre cerveau qui a été mal utilisé. Aussi, on avait parlé dans notre after show sur Patreon, on avait parlé qu'il serait peut-être à l'origine de la création du Bitcoin. Oui, c'est vrai. C'est encore dans les rumeurs, on ne sait pas finalement qui l'a vraiment créé, mais ça pourrait être logique étant donné que Paul Leroux a travaillé sur des logiciels d'encryption au début de sa carrière et qui l'ont aidé aussi à mettre sur pied son réseau de vente de médicaments en ligne. Ben oui, puis suivant cette histoire-là de Paul Leroux, moi, en fait, j'ai une mention spéciale pour l'épisode interview qu'on a fait avec Evan Ratliff, qui est le journaliste de Wired, qui a fait toute cette enquête-là, en fait, qui a fait le gros du débroussaillage de l'histoire de Paul Leroux, parce que lui, il s'est mis dans le trouble. Il est allé parler à des gens qui sont impliqués là, de très près, qui étaient même des tueurs en gage là, engagés par Paul Leroux. Donc, pour nous, c'était une grosse prise, cette interview-là. C'est en anglais. Je sais que ça peut être une barrière pour certains distordus, mais on vous conseille quand même d'aller l'écouter si vous avez aimé cette série-là sur Paul Leroux. L'interview qu'on a faite avec Evan Ratliff est super. Là, en fait, il nous décrit tout le processus de sa démarche, tout ça. Nous, c'était une grosse prise parce qu'il nous avait refusé une interview il y a 1 an ou 2 quand on voulait parler de disparaître à l'ère numérique parce que c'est un sujet qu'il a fait. Il a lui-même disparu pendant 1 mois. Il y a un bout de temps, je pense en 2007. Oui, 2006-2007, dans ce coin-là, 2008 peut-être. Avant les réseaux sociaux, 2009. Dans les débuts des réseaux sociaux.
Ouais, vraiment. Puis bon, il était trop, justement, il travaillait sur un projet. On a su par la suite que ce projet secret-là, c'était son livre sur Paul Leroux. Donc là, Yvan était tout heureux là, de nous parler de Paul. Et puis donc, mention spéciale à cet épisode-là aussi qu'on a fait très rapidement, en plein confinement, tout le monde à distance. C'était particulier, mais on vous suggère d'aller écouter cet épisode-là si vous avez aimé. Oui, parce que sur YouTube, en fait, ceux qui maîtrisent moins l'anglais, vous pouvez activer les sous-titres automatiques. Puis honnêtement, l'algorithme de YouTube, il fonctionne quand même bien. Il s'améliore, hein, puis il se corrige, tout ça. Oui, moi, il peut être efficace là, pour les gens qui ont besoin de sous-titres sur l'épisode. Puis il me semble qu'il parle quand même bien. Il me semble qu'il ne mange pas trop ses mots de mémoire. Là. Donc, bref, non, mais comme tu dis, ça vaut la peine si vous avez aimé le cas. Puis même d'acheter son livre. Il est juste en anglais, je ne l'ai pas vu traduit en français. Comme tu dis, Émile, ça a été notre base. Oui, il y a eu de l'information que j'ai trouvée ailleurs, mais globalement, on a fait la recherche à partir de son livre parce que c'était tellement étoffé, la recherche qu'il a fait. C'est lui qui a fait le meilleur travail dans les plusieurs livres qui sont sortis sur le sujet. Là. Même ça, je vous le recommande aussi si vous avez aimé le cas de l'acheter. Vous allez découvrir une tonne de détails de plus et c'est bien écrit. Je trouve que c'est un peu un turn-pager dans le sens que il y a quand même une narrative. Là, c'est pas juste quelque chose de très clérical ou tout ça. Là. C'est vraiment bien. J'ai apprécié le livre, même la structure du livre aussi. Ben oui, c'est un vrai de vrai journaliste. Là. Oui, c'est un des meilleurs journalistes. C'est quelqu'un qui se met dans le trouble, qui hésite pas à aller même se mettre en danger, à aller vraiment repousser les limites. C'est pas quelqu'un qui va faire des articles à partir de stories Instagram de vedettes. Là. Oui, exactement. C'est vraiment quelqu'un qui va pousser, qui va mettre du temps, des mois, des années sur un sujet. Donc, ça vaut la peine d'aller lire ce qu'il a fait. Absolument. Donc, et toi, Émile? C'est quoi ton numéro 1? Donc, mon épisode numéro 1, mon cher Seb, pour la dernière saison de Distorsion, c'est l'épisode 74, Grant Amato et l'univers des Cam Girls. Oui, c'est un épisode peut-être un petit peu différent. C'est une histoire qui est un petit peu moins connue, du moins, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de distordus qui la connaissaient. En juin 2018, après avoir perdu son emploi, Grant Amato se réfugie dans le monde très addictif des Cam Girls en ligne. Il rencontre Sylvia, qui est une actrice porno bulgare, et devient complètement obsédé par elle. Et en quelques mois, Grant va flamber plus de 200 000 $ pour nourrir son obsession pour Sylvia, argent qu'il va voler à ses proches et à sa famille. Donc, à force d'en emprunter, mais il va finir par voler cet argent-là à ses proches. Puis, non seulement ça, mais ça va tourner au drame familial, alors que justement, ses parents vont tenter souvent, c'est pas quelqu'un qui est très jeune, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment qui habite chez ses parents, mais qui doit être près de la trentaine. Je me rappelle établi, c'est ça, je me rappelle pas de son âge exact, mais c'était fin vingtaine. Mais c'est quelqu'un qui vivait encore énormément au crochet de ses parents. Puis que ses parents vont tenter plusieurs fois de l'envoyer dans des centres pour que un peu des centres de désintox d'une certaine façon. Ils vont tenter de bloquer ses cartes de crédit, de le remettre sur le droit chemin. Parfois, il va collaborer. Parfois, on va avoir l'impression que c'est peut-être terminé cette obsession-là. Mais au final, ça va pas bien se terminer et Grant va assassiner sa famille. Donc, c'est une histoire qui est vraiment très triste. C'est une histoire que nous, en fait, un des sujets qu'on voulait traiter avec comme prétexte cette histoire-là, c'est vraiment la cyberdépendance, la dépendance à la pornographie, l'univers des cam girls aussi. Ça a soulevé beaucoup de discussions sur notre groupe de discussion lorsqu'on a parlé de cette histoire-là. Nous-mêmes, on s'est fait contacter par des cam girls, en fait, qui aimeraient qu'on fasse des interviews avec elles pour qu'ils nous parlent un peu de cet univers-là. C'est un univers qui nous intéressait aussi, dans le sens qu'on voulait en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe, la relation avec client cam girl. En fait, est-ce que l'histoire de Grant Amato c'est une histoire exceptionnelle ou est-ce que ça arrive parfois sans aller vers le drame familial? Est-ce qu'on en voit des cas de cyberdépendance aussi avancés que ça? Bonne question. Donc, en fait, on n'a pas eu la chance, on n'a peut-être pas pris le temps là, de faire des interviews avec des cam girls et tout ça, mais on aimerait sans doute le faire un jour puis revenir un peu sur cette histoire-là. Puis aussi un autre drôle de truc, c'est que quelqu'un là, quelqu'un de près que je ne nommerai pas, mais quelqu'un de l'entourage de Distorsion, en fait, connaissait Sylvia.
Donc, il y a quelqu'un qui, quand il a vu l'image qu'on a publiée sur les réseaux sociaux, nous a dit « Ah, ben, je la connais, moi! » Donc, quelqu'un du Québec qui avait déjà eu affaire à Sylvia dans le passé. Mais Sylvia, elle, n'a pas tant que ça de choses à se reprocher dans le sens qu'elle faisait son travail. Peut-être que c'est sûr que quand quelqu'un te donne 200 000 en 2-3 mois, il y a peut-être un drapeau à lever. Là. Oui, exact. Elle en a bien profité, mettons. Mais c'était quand même assez particulier comme relation là, entre Grant et Sylvia. Et je me rappelle, on avait un segment qui avait beaucoup plu au Distordu lorsqu'on avait parlé de cette histoire-là. C'est lorsqu'on comparait l'addiction de Grant envers les camgirls avec des addictions de drogue conventionnelles. Oui, avec l'argent dépensé. Oui, c'est ça. Et moi, j'avais fait plein de calculs à savoir si tu t'achètes une ceinture Gucci par jour ou si tu ne bois que de la Veuve Clicquot, ça te coûtera jamais aussi cher que Grant. Oui, c'est ça. Que Grant qui se paye les services d'une cam girl. Donc, c'était assez disproportionnel là, comme montant que ce gars-là investissait dans cette Sylvia, là, dans cette actrice bulgare, qu'on sait pas trop s'il était bulgare au fait. Pour le vrai, pour vrai, je sais pas. Parce que c'est assez simple pour elle de s'inventer d'autres personnalités, d'autres background culturel. C'est peut-être une américaine, tout simplement. Mais ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que sa famille ont toujours supporté leur fils. Tu sais, dans le sens que tu aurais pu avoir des parents qui auraient pu le mettre dehors ou arrange-toi avec tes troubles ou, tu sais, peu importe, mais ils l'ont toujours aidé. Finalement, ils n'ont pas pu, disons, goûter le fruit de leur aide. Au contraire, tu sais, c'est cette portion-là aussi que je trouve triste. Il y avait quand même une famille qui le supportait, puis malgré tout, ben, il est passé à l'acte, mais imagine comment il doit s'en vouloir. Je peux pas. Il doit vraiment avoir du remords en prison. Là, les journées doivent être longues. Là, puis c'est sûr, je suis convaincu qu'il regrette. Ben oui. Mais ça n'a aucun sens. C'est une bulle dans laquelle il était. Là. Non seulement il y avait rien de réel, c'est quelqu'un qui avait plus aucune perception de la réalité. Là. Il n'y avait plus rien de réel. Il ne voyait que Sylvia. Puis Sylvia n'était même pas, était pas en relation avec lui. Là. C'était une relation strictement client. Là, tu sais. Puis même à ça, lui, ça le satisfaisait, puis il était prêt à tout faire pour cette relation-là. Même que, tu sais, il y avait des gens par la suite... en fait, il avait envoyé un long message lorsque, justement, après qu'il ait fait son meurtre, ou juste avant, je me rappelle plus quand exactement, mais il s'adressait aux autres fans de Sylvia. Là. Il s'était noué d'amitié avec d'autres... je sais pas comment les appeler, d'autres clients de Sylvia, alors que, je veux dire, les gens vont plutôt rechercher l'exclusivité, mettons, dans une relation, ben lui saluait l'amitié de ces autres hommes qui gravitaient autour de Sylvia, tu sais, que c'était des aventures strictement virtuelles, strictement en ligne. Mais pour lui, ça allait vraiment au-delà de ça. Donc, ça challenge vraiment notre relation avec le virtuel, puis avec l'amour d'une quelconque façon là, à l'ère virtuelle. Est-ce que tu peux te contenter simplement de ça en amour, en 2020? Ben, il y en a qui se contentent de ça parce qu'ils évitent tout ce qui les rend mal à l'aise, là, les vrais contacts physiques, parce que à distance, un peu ce que tous les célibataires vivent en 2020, mais à distance, c'est ça, t'as pas de... Mais je trouve ça étrange, comme tu dis, la bulle qui s'est créée, puis je suis sûr c'est pas le bon mot, là, des fois, c'est pas une forme de psychose, mais c'est étrange dans toute la... Parce qu'il souffrait pas de maladie mentale à la base. Hein? Mais c'était pas diagnostiqué. Du moins, mais sans doute il y avait une faiblesse. C'est ça. C'est sûr qu'il y a une faiblesse parce qu'il y a plein de gens qui consomment ces sites-là de manière, je veux dire, saine, entre guillemets. Là. Ça, c'est un jugement de valeur, mais je veux dire qu'il ne met pas toutes ses économies là-dedans. Là, fait que c'est vraiment particulier. Je me demande dans le déclic pour qu'ils deviennent vraiment amoureux et protecteurs, puis en même temps, c'est comme s'il était devenu polygame virtuel. Parce qu'avec la lettre que tu parles, disons qu'il supportait les gens qui supportaient la dame, là. Donc c'est étrange. On dirait que je suis pas capable de me mettre à 100% dans sa peau et de pas te sortir de ce monde-là. Puis ça a duré
un certain temps. Je me souviens plus du time-lapse, là, de la timeline. Là. Mais c'était quand même assez court. C'est moins d'un an, tout ça. Moins d'un an, mais quand même. 200 000, c'est incroyable. Ah oui, ben, il prétendait que c'était pour sa chaîne Twitch, puis que lui, il voulait devenir un streamer professionnel. Vrai, oui. Tout ça, là. Donc, c'est pour ça qu'il enquêtait. Puis, c'était inventé un style de vie. Il disait à tout le monde que, bon, il conduisait une BMW, des choses comme ça. Donc, il s'était carrément inventé une vie. Puis, j'ai l'impression que lui, il se satisfaisait dans cette vie-là. Faut pas oublier aussi que Grant Amato était sans emploi à ce moment-là, parce qu'il avait perdu son emploi en tant qu'infirmier, il me semble. Il avait volé des médicaments même à un certain moment, puis il avait même administré des médicaments à un patient sans que ce soit cautionné par le médecin. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là. Non, je sais pas pourquoi. C'est dans l'épisode. Puis donc, c'est quelqu'un qui avait de la difficulté avec, on dirait, avec la réalité. Là, j'ai l'impression qu'il se confortait dans cette relation-là, même s'il n'était pas le seul à payer pour les services de Sylvia. Puis qu'à un moment donné, quand il a vu la fin, plus l'humiliation, en fait, auprès de sa famille, auprès de ses parents, c'est là qu'il a snappé, tu sais. Un peu, ça me fait penser un peu à Chris Watts, dans le fond. Puis lui aussi, à un moment donné, il y avait une maîtresse, puis qui sentait son petit monde s'effondrer, puis il a snappé, puis je vais tuer tout le monde. C'est comme si ça allait régler quelque chose. Grant Amato, il aurait pu bien s'en sortir, même avec 200 000 de dette. Ça se règle, ça se paye, tu fais faillite. Il y a toutes sortes de solutions là, sans être obligé de tuer ta famille. Ben non, exactement. Donc, c'est une histoire qui est vraiment dramatique, mais qui est tout à fait une histoire étrange de l'ère numérique qu'on n'avait pas le choix de traiter à distorsion. Ben oui, absolument. Donc, ça fait le tour de nos top 3 des épisodes, Seb. Très bon choix, mon cher. Yes. Mais maintenant, on va passer, à nos événements marquants de 2020. Donc, encore une fois, on s'est fait un genre de petit top 3. Je te laisse commencer, Seb. Excellent. Écoute, moi, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est l'impact des réseaux sociaux et de YouTube sur la désinformation. Ça a toujours été de mise, là. C'est pas nouveau comme phénomène, mais avec la COVID et avec les élections américaines et avec tout le complotisme, avant, on dirait que les complotismes et tout ça, je les trouvais pas trop dangereux. Puis corrige-moi, là, peut-être j'ai pas d'exemple en tête, mais bon, quelqu'un qui croit que la Terre est plate ou des trucs comme ça, ça n'a pas d'impact tant que ça, mais là, avec la COVID et tout ça, ça a eu énormément d'impact. Avec les élections américaines. Oui, avec aussi, les élections américaines. Qui arrivaient la même année. Oui, exact. Là, c'est ça. Fait que là, il y a eu beaucoup de ménages de YouTube, de Facebook, retirer les groupes de propagande, les choses comme ça. Fait que ça a été une grosse année où ils ont fait ça parce que souvent, ils n'aiment pas beaucoup ça, faire le ménage, les plateformes, parce que ça leur fait perdre des views, ça leur fait perdre des revenus, peu importe le type de contenu. Mais cette année, ils n'ont pas eu le choix. Puis même avec Facebook, là, ils voulaient éviter l'ingérence de la Russie, par exemple, en 2016, parce que moi, dans la vie, j'en fais des publicités Facebook pour gagner ma vie, puis c'est vrai que tu peux manipuler les gens dans le sens que tu cibles des gens très spécifiques, puis tu peux leur envoyer un message. Mais depuis, justement, cette année, par exemple, même moi, il a fallu que, vu que j'ai des clients qui ont des organisations politiques, j'ai une lettre de Facebook qui m'identifie comme... il a fallu que j'envoie mes papiers d'identité pour faire des campagnes pour des entités politiques. Où ce que je veux en venir, c'est que Facebook ont beaucoup quand même resserré les règles pour éviter, disons, de l'ingérence politique et de la manipulation. Ça n'empêche pas tout, ça ne fait pas tout ça, mais cette année, ça a été quand même une grosse année, je trouve, pour ça, là, pour essayer de baliser. Puis c'est pas évident, ils n'y arriveront pas, même avec l'intelligence artificielle, même avec 10 000, 15 000, 20 000 modérateurs. Il y a tellement de contenu qui circule que c'est difficile pour eux d'être toujours parfait puis que le contenu soit, disons, legit. Mais en même temps, ça pose un autre problème que les gens soulèvent. Qui décide qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose, là. Par exemple, il y a eu beaucoup de conflits avec Twitter qui a eu le courage et l'audace de flaguer des tweets, par exemple, du président Trump qui étaient fausses, qui révélaient de la fausse information, puis que là, Donald Trump menace de fermer Twitter. Ça, je trouvais quand même, pour ces entreprises-là, ça demandait une certaine audace de confronter le président américain, qui est quand même le président de même si on l'haït tous, là, puis
D'habitude, j'ai du respect pour les présidents américains, mais lui, je suis pas capable. Non. Mais c'est ça. Il y a toute cette année-là, je trouve que ça a été une année importante pour la gestion de l'information. On n'a pas terminé. Je pense que ça a aussi conscientisé les gens par rapport à l'impact des médias sociaux. Aussi, entre autres, avec le documentaire The Great Hack, qui était pas nécessairement dans la nouvelle info pour nous, là, mais quand même, je pense que ça a conscientisé quand même les gens sur l'effet de l'algorithme sur leurs pensées, sur les chambres à écho, qu'on a souvent discuté aussi, là, qui fait ça. Si dans ton entourage Facebook, tout le monde parle que la COVID, c'est faux, mais tu peux, puis si tu ne te renseignes pas ailleurs, mais tu peux en venir à croire que tout ça est faux. C'est facile. On a encore parlé de tout l'endoctrinement sur YouTube. Je sais que fin 2019, YouTube, par exemple, avait déjà mis des mécanismes en place pour bloquer la proposition, la suggestion de vidéos complotistes, là, entre autres. Puis autour de 2020, là, c'est ça, là, tout ce qui était COVID, vaccin, etc. Mais reste encore il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça a été une grosse année là-dessus. Là, oui, puis j'ajoute à ta liste même toute la régularisation là, du contenu pour enfants sur YouTube. T'as tellement raison. Tout ça, c'était pas sur ma liste, là, mais je trouve que ça fit bien dans la tienne. Tout ce qui est la COPPA, toutes les règles qui nous empêchent de faire la publicité envers les enfants, qui met plus qui resserre justement les règlements envers le contenu destiné aux enfants. Tout ça est arrivé en 2020 aussi. Oui, c'est là qu'on a vu des chaînes fermées. C'est là qu'on a vu des chaînes être démonétisées, même du contenu problématique pour enfants qui a été retiré. Donc, gros ménage de la part de YouTube là, en 2020. Là. Oui, puis à l'heure, parce qu'eux, ils perdent des revenus en faisant ça, mais ils n'ont pas le choix au niveau éthique de faire ça pour que la plateforme continue d'être une plateforme que les parents, par exemple, aient confiance aussi, parce que c'est pas mieux si les parents, après ça, ils entendent parler puis ils disent « moi, je veux pas que tu ailles sur YouTube ». Fait que j'applaudis leur geste aussi pour ça, même si on voudrait qu'ils en fassent plus. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais oui, tu as raison aussi là-dessus aussi. Ça a été une grosse année de ménage, en fait. C'est clair. Voilà. Et toi, ton top, dans ton top 3 d'événements, quel est-il? Ben, je vais poursuivre sur ta lancée parce que je suis pas le premier événement que je veux souligner est pas très loin du tien, en fait. C'est un peu la montée en popularité de QAnon. Ah oui. On sait que QAnon est pas arrivé en 2020, là, ça existe depuis, le mouvement existe depuis 2017 environ. Donc, ça fait quand même quelques années, mais je vous fais quand même un petit débrief ici, là. QAnon, c'est une mouvance là, venue des États-Unis qui regroupe des promoteurs de théories du complot selon lesquelles une guerre secrète aurait lieu entre Donald Trump et les élites implantées dans le gouvernement, là, ce qu'on appelle le Deep State, là, l'État profond. Donc, les milieux financiers et les médias, tous ces gens-là feraient partie de cette genre d'élite qui commettrait des crimes pédophiles et même sataniques. Là. Ça va loin quand même, le QAnon. Oui. La mouvance se concentre surtout là, autour de messages qui ont été publiés sous le pseudonyme Q à partir d'octobre 2017, entre autres sur le forum anonyme 4chan, puis sur d'autres plateformes, là, entre autres un autre forum anonyme qui s'appelle 8con. Donc, cette personne-là, Q, en fait, serait apparemment un employé de l'État américain qui aurait accès à de l'information top secrète. Puis lui, à des moments très précis, il sortirait ce qu'on appelle des Q-drops, donc un peu des annonces faites par lui-même ou dans ces annonces-là, justement, il traiterait d'informations qui mettraient le gouvernement en péril ou des choses comme ça, ou d'informations même en lien avec les extraterrestres, parce qu'il y a une partie d'extraterrestres là-dedans. Il y a les reptiliens aussi qui en font part. Mais entre autres, une des théories les plus sensationnelles serait que l'abus d'enfants, dont les élites, là, en particulier des vedettes d'Hollywood et des personnes du Parti démocrate se rendrait coupable, viserait à récupérer du sang de ses enfants pour en extraire une substance qu'elle considérait comme une genre de cure de rajeunissement. Là. Donc, lorsqu'on parle de justement l'élite pédophile vampire, ben on est là-dedans carrément. Là.
Il y a d'autres théories qui expliqueraient des événements politiques américains, là, comme l'enquête du procureur Robert Mueller sur la possibilité d'une collusion de la campagne de l'administration Trump avec la Russie. Donc, selon lui, cette enquête aurait été montée de toutes pièces par Trump, qui aurait feint une telle collusion afin de permettre à Mueller de se joindre à lui pour mettre au jour une conspiration pédophile. Donc, encore une fois, là, pour prévenir un coup d'État par Barack Obama, Hillary Clinton et George Soros. Donc, il y a plein d'affaires étranges autour de QAnon. Écoute, ça a été un peu la plaie là, sur Internet au cours des derniers mois, au cours de l'année 2020. Ils sont montés en popularité énormément. Incroyable. À un certain stade, là, aux États-Unis, c'était même, je pense, près de 25% des gens qui croyaient en ces théories-là. Il y a même une députée américaine là, élue à la Chambre des représentants, Marjorie Taylor Greene de l'État de la Géorgie, qui a été élue aux dernières élections américaines, qui est une adepte qui croit aux théories de ce mouvement-là. Donc, c'est même présent dans à quelque part dans l'État même. Oui, carrément. Et puis, encore une fois, il y a eu énormément de ménage qui a été fait. Reddit a banni là, la section QAnon de sa plateforme. Twitter a fait la même chose, a banni plus de 7000 comptes liés à ce groupe-là. En août 2020, Facebook a fait la même chose et Instagram, des milliers de groupes de discussion à propos de QAnon. On parle de 3 millions de membres qui ont été bannis, hein, c'est beaucoup, là. Et là, même le mouvement s'est rendu à l'extérieur des États-Unis, entre autres au Canada, en Australie, au Mexique, au Brésil, Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Pologne, name it, sont partout. Ben oui. Et même Facebook, il y avait un groupe sur Facebook, il y avait 200 000 membres de QAnon. C'est quand même assez intense, là. Et il y a plusieurs des théories, ben, vous allez me dire, c'est normal, mais il y a plusieurs théories qui ont été démantelées, dans le fond. Tu sais, des gens qui ont dit ça n'a pas de bon sens, cette théorie-là de Q. Et malgré tout, ben, les gens ont quand même continué à y croire. Donc, ça montre à quel point la population américaine est très divisée par rapport à ça, même la population mondiale. Oui. Il y a vraiment... Puis tu sais, ce qui cause ça, parce qu'on en a discuté souvent entre nous, là, nous, on n'est pas des sociologues, on n'est pas des psychologues, mais j'ai l'impression que le fait que certains événements troublants sont déjà arrivés, justement comme Epstein, justement comme même MKUltra, des tests psychologiques avec l'usage de drogue, des choses comme ça. Étant donné que des choses comme ça sont arrivées pour vrai, je veux dire, Epstein, c'est juste la pointe de l'iceberg. Hein, il s'est peut-être passé des choses qu'on ne sait pas qui sont bien pires. Ben, ça fait en sorte qu'on peut croire à une histoire comme ça. Tu sais, les gens peuvent croire au Pizzagate quand ils ont lu une histoire comme celle d'Epstein, parce que c'est plus grand que nature. Ben, c'est un peu ça. On a l'impression que des fois, ce qui se passe au sein même du gouvernement américain est plus grand que nature. Puis ça nous amène à croire des trucs un peu loufoques là, que des gens comme les adeptes de QAnon vont dire. Donc, ça fait vraiment peur. On a vraiment eu peur. Moi, j'ai eu peur personnellement à un moment donné que justement que ces gens-là fassent même des actes terroristes. Oui, non, c'est ou qu'il y ait un renversement, parce que Trump, à certains moments, a même donné un peu de crédibilité via des tweets à ces gens-là. Il les a remerciés de voter pour lui, parce qu'eux voient Trump comme étant le sauveur. C'est ça. Donc, ça a été, pour moi, ça a été, je le nomme en premier, là, mais... Je crois que c'est l'événement marquant. Je les ai pas mis en ordre, mes événements marquants, mais c'est définitivement un événement marquant de 2020. Non pas la naissance, mais vraiment l'émergence à un niveau populaire, un niveau mainstream de QAnon dans la culture politique, même culturelle. Au Québec, on a eu aussi, je crois qu'il est encore dans la game, là, notre cher Alexis Cossette-Trudel, qui est un adepte. Qui, lui, fait un peu la propagande de tout ça, mais j'ai pas suivi récemment. Lui aussi, il a été banni de Facebook et YouTube, là, ce qui a été une très bonne nouvelle, là, le channel Radio-Québec. Mais sinon, je sais qu'il continue à dire les mêmes âneries. Là. Il disait que Trump allait être, il y a vraiment pas longtemps, il disait que Trump allait être vraiment réélu en 2020. Ben, pas réélu, mais dans le sens que la fraude qu'il dit sur ces élections allait être prouvée, puis qu'il allait être toujours président en janvier 2021. Là. Il a tweeté ça il y a peut-être une semaine ou deux. Là. Oh, OK. Même je l'ai réentendu, il est incroyable, ce gars-là. Comment qu'il peut s'enfoncer, dire des âneries comme ça, mais
Mais il ne faut pas oublier qu'il parle. J'ai pas fait. La démographie à laquelle il s'adresse, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup des 40, 50 ans et plus, OK? Qui n'ont pas grandi avec le web, que pour eux, une source d'information, par défaut, c'est fiable. Peu importe le médium. Fait que j'ai l'impression que ça facilite ça. De tous ces messages-là, puis le QAnon et tout ça qui fait que ça crée des chicanes de famille, peut-être moins au Canada, là, mais aux États-Unis, j'ai lu plusieurs articles là, qui des gens témoignaient des chicanes, des conflits de famille. Comme tu disais, les gens étaient divisés. Même avec la COVID, ça crée des conflits de famille. Fait qu'imaginez avec un truc comme QAnon, mais c'est que les gens croient ça. Comment tu peux croire qu'il y a des gens pédosatanistes, tu sais? Vampires. Tu sais, faut qu'à quelque part, puis je suis sûr, c'est pas tous des gens niaiseux, dans le sens qu'ils ont des faibles QI, là. Sauf que j'ai l'impression que, c'est ça je te dis, c'est une génération qui, ils n'ont pas appris à faire, mais même c'est dur, même pour nous, à faire la distinction entre le vrai et le faux qui circule sur Internet. Puis je pense que ça c'est sûr que c'est ça, mais ça n'a pas dû aider. Puis vu qu'ils ont une démographie peut-être un peu plus vieille, ça doit accentuer ou ça doit du moins amplifier le phénomène, j'ai l'impression. Il doit y avoir moins de jeunes. Je suis sûr qu'il y en a, mais s'ils ont été aussi endoctrinés par leurs parents ou quoi que ce soit, mais quand même, on dirait que j'ai ce feeling-là qui fait que peu importe le médium, les gens, ils prennent ça pour acquis, cette source d'information. Tu sais, le fait tes recherches, là. Oui. On niaise toujours là-dessus, mais les recherches sont faites sur le web, mais tu as deux sortes d'informations sur le web. Tu sais, tu as du faux puis du vrai, puis n'importe qui peut en créer. Fait que ça là, moi, je trouve qu'en fait, là, au top de toutes nos nouvelles, là, c'est la gestion des faits sur le web. C'est un enjeu qui n'a jamais été aussi dur à gérer, puis ça ne s'améliorera pas. Mais bref, tout ça pour faire un bond sur ce que tu disais, là, mais je sais pas. J'espère qu'avec Biden, qui est à la présidence, va faire un peu mourir dans l'œuf le QAnon, ou du moins diminuer le phénomène, malgré que c'est des démocrates. Puis techniquement, QAnon, c'est des démocrates. Ah non, attends. Ouais, je me trompe ça en disant ça? Non, pour eux, les méchants, les pédophiles, c'est des démocrates. Oui, t'as raison, c'est ça, je me mélange. Donc, je pense pas que ça va arrêter. T'as raison, je me suis complètement mélangé, mais oui, t'as raison. Mais j'espère que malgré tout, vu que c'est plus Donald Trump qui est à la tête, tu sais, j'espère que ça va faire diminuer, mais tu as raison, ça risque quasiment peut-être d'amplifier tout ça. En tout cas, ouais. Bref, je mais sais peut-être pas. que Biden aura la chance de faire mourir ça dans l'œuf, en changeant les choses ou en prouvant d'autres choses. T'sais. Non, exact, mais je sais. Je serais curieux de voir si à un moment donné, en 2021, il va adresser le QAnon dans quelque chose ou je ne sais pas. Mais bref, comme tu dis, on va espérer que ça n'aille pas plus loin, mais il y avait aussi la vente de linge. Puis même au Québec, dans certains regroupements anti-COVID, il y avait des gens qui portaient du linge de QAnon. Ah oui, hein? Des vêtements. Ça, je trouve ça particulier que des Québécois, par exemple, supportent cette théorie-là. Mais bon, bref. Non, je pense que c'est là pour rester les théories du complot, Seb. On risque de faire d'autres épisodes sur ces sujets-là. Quoi qu'on n'en a jamais fait à propos de QAnon. On s'en est fait demander souvent, mais on se disait on est mieux de pas... Non, ça attire trop de monde weird. Là. Ah oui, déjà notre épisode du Pizzagate a attiré pas mal de gens weird. Oui, aussi, exact. À toi, mon cher Seb, ton deuxième événement. Oui, la cybercriminalité va coûter à l'économie mondiale en 2020 plus de 1000 milliards. Oh! Cette année, on dirait que plus que d'autres. Oui, l'année passée au Québec, entre autres, peut-être les gens de l'Europe l'ont moins entendu parler, mais il y a eu une fuite de données, par exemple, chez Desjardins, qui a mené à toutes sortes. Mais puis ça n'arrêtait pas là, les attaques, les attaques, puis le vol de données parmi les grandes entreprises, Capital One, etc. Là, il y a eu beaucoup de cyberattaques. Et même au Québec, entre autres, il y a des villes qui ont été attaquées. Même la STM, qui est notre service d'autobus à Montréal, ont eu une attaque qui paralyse les systèmes, etc.
Et toutes les petites entreprises, on n'en entend pas parler, ou qui ont des ransomware, qui sont obligés de payer une rançon. Même Garmin, vous savez, là, les GPS et les montres d'entraînement Garmin, ils ont été mis à 5 jours à terre. Ils ont mis le système 5 jours. Pendant 5 jours, ça a même empêché de faire décoller des avions, genre au Vietnam. Ça a foutu tout le système à terre. Ils ont été obligés de payer 10 millions, quelque chose comme ça, au niveau de la rançon. Puis ils ne recommandent pas de payer les rançons parce que d'un, tu ne sais pas s'ils vont débloquer tes systèmes. En fait, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils installent généralement des ransomware, là, des logiciels de rançon. C'est qu'ils installent ça ils passent par un être humain qui va cliquer sur un fichier, qui va dire « Allô, coucou » ou un vidéo de clown de l'année. Il ne se passera rien, ils vont infecter les systèmes et ils vont, à un moment donné, ils vont réussir à s'introduire puis de bloquer tout, sauf si tu donnes une rançon en Bitcoin, évidemment, avec une clé. Et ça paralyse les entreprises. Là. C'est assez incroyable. Là. Il disait que, en général, en moyenne, là, ça prend 19 heures à régler le problème une fois qu'il est détecté. Et en moyenne, aux États-Unis, c'est minimum 500 000 de coûts par attaque. Par attaque, ben oui. Fait qu'il y en a que c'est encore plus que ça. Ça nuit évidemment à la notoriété. Je parle Animal Jam, les parents qui sont peut-être parmi nos auditeurs vont peut-être le savoir, c'est un jeu qui est joué en ligne par les enfants. Et par exemple, ils ont piraté la base de données, c'est plus de 100 millions de comptes. Moi-même, j'ai reçu un avertissement puis ils ont volé l'adresse IP, la date de naissance de ton enfant. Tu sais, ils peuvent voler ton identité avec ça. Bref, tout ça pour dire que cette année, ça a été la plus grosse année où il y a eu des cyberattaques et ça n'arrêtera pas. Il faut que les entreprises investissent massivement dans cette protection-là. Les gens en sécurité, actuellement, ils ne manquent pas de boulot. Là. Si vous cherchez une carrière d'avenir, puis si vous aimez l'informatique, la sécurité informatique, c'est vraiment un avenue. Mais bref, ça a été un gros enjeu cette année, les cyberattaques. Même si tout le monde est à la maison, même ça crée beaucoup les gens ont des documents de la propriété intellectuelle sur leur ordinateur personnel qui est souvent moins protégé qu'un réseau d'entreprises. On a même entendu des entreprises qui travaillent sur des vaccins se faire voler de l'information. 3/4 du temps, selon le sondage qui ont sondé les entreprises, c'est McAfee là, qui fait l'étude dans laquelle je vous parle. McAfee post-John. Oui, c'est ça, sans John. Sans John. Puis il disait que justement, le 2/3, c'était de la propriété intellectuelle qui était volée aussi. Là. C'est pas juste de l'argent ou bloquer les systèmes, c'est les entreprises développent des choses qui veulent pas se faire voler. Donc ça a un énorme impact. Et ça, puis il y a toujours, malgré qu'on sécurise tout, il y a toujours des failles. Puis ça, c'est l'informatique, le zéro risque n'existe pas. Ouais. Souvent, c'est l'humain qui est la faille, hein, on dit que c'est du social engineering, dans le sens que souvent, pour arriver à avoir accès à des systèmes, c'est par des êtres humains. Même là, ça me fait penser qu'il y a eu un gros piratage de Twitter il y a cet été, je crois. Justement, il y a des gens qui ont réussi à avoir accès à la console d'administration de tous les users de Twitter. Et ça aurait pu avoir plus de dommages que ça. Oui. Puis ça, finalement, ils ont eu ça par un employé. Puis Twitter ont été honnêtes, ils l'ont dit, oui, nos procédures vont être renforcées, mais c'est un employé qui s'est fait avoir, cliquer sur un lien qui ouvre une porte après aux pirates. Bref, tout ça pour dire, c'était mon événement marquant, mon deuxième événement. C'est un gros événement. Ouais, voilà. Je pense que 2019 a été sans doute l'année des vols de données, mais 2020, c'est vraiment là où... parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est en pandémie, en fait, notre équilibre repose sur pas grand-chose, tu sais. Puis il repose, entre autres, sur le shipping, sur l'expédition des biens essentiels, tu sais, qui vient de partout, notamment beaucoup de l'Orient, tu sais. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je suis surpris, puis je veux pas être prophète de malheur, mais je suis surpris de ne pas avoir vu d'attaques terroristes envers des compagnies de shipping ou envers des grands ports pendant la pandémie. Tu sais. Donc, j'imagine qu'ils doivent ils ont peut-être pris ça au sérieux dès le départ, ils vont bien sécuriser. Mais oui, c'est un bon point ce que tu amènes. Effectivement. Et ils en ont peut-être eu, mais souvent, ils essaient de garder ça sous le radar. Là, ça, mais s'il y en a eu, il n'y a pas eu d'impact parce que ça, à un moment donné, ça finit toujours par sortir quand il y a un impact, évidemment. Là. Et de plus en plus de lois aussi, je sais qu'au Canada, aux États-Unis et en Europe,
pour aussi forcer les parce que les entreprises ont sont imputables là-dedans aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de laxisme par rapport à la sécurité de l'information informatique, beaucoup de méconnaissance. Mais les entreprises ne voulaient pas investir là-dedans. Je dis investir, pour eux, c'était plus une dépense. Mais un peu comme en marketing, il ne faut pas appeler ça une dépense, mais plus de l'investissement. Puis souvent, d'investir en sécurité, ça va être plus rentable que de payer pour une attaque. Puis même, il expliquait que même les entreprises, qui avaient déjà un plan d'action s'il y avait une attaque, il disait que moins de 30%, ça a fonctionné, l'utilisation du plan. Donc, le plan était très théorique, mais lorsqu'on l'appliquait dans la pratique, il ne fonctionnait pas très bien non plus. Donc, si vous êtes aussi parmi nos auditeurs, vous êtes à la tête d'entreprise ou de département TI, tout ça, et n'hésitez pas à conscientiser votre employeur de la sécurité des informations, si ce n'est pas déjà fait. Yes. Maintenant, ma deuxième histoire, moi, qui est une histoire vraiment mystérieuse, c'est vraiment un cas là, dont on ignore encore quel est le dénouement de tout ça. C'est le cas de la mutilation des chevaux en France. Je vous fais encore un petit brief, là, en fait. Il s'agit d'une vague de tueries et de mutilations de chevaux et d'ânes, aussi là, des équidés, donc, qui a eu lieu en 2020 entre janvier et environ septembre, je crois, là. Le 2/3 de ces mutilations-là, sont caractérisées par le sectionnement d'une oreille de l'animal, sectionnement qui aurait eu lieu là, post-mortem, donc une fois que le cheval ou l'âne a été tué. Donc, une trentaine d'animaux sont concernés. Il y a eu plus de 200 enquêtes qui ont été ouvertes en lien avec ça. Ça a vraiment là, terrorisé la France. Encore une fois, il y a eu des mutilations, là, entre autres dans la région de Picardie. Il y en a eu d'autres à Berny-en-Santerre, donc en Haute-Somme. Et il y en a plusieurs autres qui ont eu lieu. Vraiment, tous les producteurs agricoles ont été sur le qui-vive pendant à peu près 6 mois. Ça a fait énormément discuter. Et puis, on ignore toujours les coupables, en fait, de cette histoire-là. Ouais, c'est ça, hein? Il n'y a pas de... Non, toujours pas. Ça a été couvert là, dans la plupart des grands journaux du monde, là, entre autres là, l'hebdomadaire Le Nouveau Détective en France, qui, eux, en fait, estimeraient que ce serait une gang de tueurs de chevaux. Là, donc, ce serait pas un individu seul. Ouais. À un certain moment, je me rappelle qu'on cherchait une caravane, je crois, blanche, avec possiblement 2 personnes qui seraient impliquées. Mais encore, on ne le sait toujours pas. Il y a aussi d'autres recherches qui ont eu lieu sur le dark web, donc parce qu'on se dit que c'est peut-être un groupe en lien avec... il y a eu plusieurs hypothèses, hein, mais il y a des gens qui auraient peut-être un fétichisme en lien avec ça, avec la décapitation, pas la décapitation, la mutilation de chevaux. Il y en a qui pensaient même que ça serait une secte, donc des gens qui seraient membres d'une secte qui ferait ces mutilations-là en lien avec des rituels, par exemple. Donc, vraiment, il y a une tonne d'hypothèses sur la table. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui est arrivé. On sait que, en France, il y a certains problèmes avec les loups, entre autres. Il y a plusieurs loups, je lisais encore récemment, il y a plusieurs loups qui doivent être, malheureusement, assassinés pour ces mêmes raisons-là. Là. Oui. Mais en fait, c'est clairement des humains là, qui ont réalisé ces mutilations-là, justement en lien avec les oreilles coupées et tout ça. Ces pauvres chevaux, en fait, qui ont été assassinés, qui ont été gravement blessés. Et on parle quand même, c'est pas évident là, de s'en tirer comme ça, sans être aperçu, sans être vu ou quoi que ce soit. Donc, c'est une histoire qui est quand même qui est extrêmement mystérieuse. Il semble pas avoir eu d'autres cas là, depuis septembre. Mais on ne sait toujours pas. Il semble avoir eu un arrêt de ces pratiques-là, mais c'est très mystérieux. Moi, je me rappelle, ça en discutait beaucoup sur le groupe de Distorsion, mais moi, j'ignore, j'ai aucune hypothèse. J'ai l'impression que, je ne sais pas, les rituels, la secte, tout ça... moi, je comprends pas, moi aussi, qu'est-ce qui peut motiver ça? Non, c'est ça. J'ai l'impression que c'est peut-être... ça, c'est vraiment mon gut feeling, mais j'ai l'impression que c'est plus peut-être un petit groupe d'individus, 2-3 personnes qui sont partis en road trip dans le but
de faire tout ça, mais je connais pas assez le cas pour savoir s'il y a eu, je sais pas, des meurtres en simultané. Oui. Est-ce qu'il y avait 2 groupes de personnes en simultané à 2 endroits différents, par exemple? Donc, peut-être qu'il y a des distordus qui peuvent nous renseigner là-dessus. Mais moi, de mon côté, c'est vraiment une histoire qui m'a marqué au cours de la dernière année. Là. Ah oui, j'ai hâte de... Ben, je sais pas si on va savoir, mais j'ai hâte de savoir le fond de tout ça, si on le sait un jour. Est-ce que c'est, comme tu dis... Puis quand il coupe, peut-être que tu le sais pas, là, mais les morceaux là, qu'il enlevait des animaux, est-ce qu'ils étaient retrouvés sur place ou justement les bouts d'oreilles ou... peut-être pas la réponse, là, mais je me pose la question, est-ce que c'est utilisé justement dans des sacrifices ou des... Est-ce que c'est une secte dans le coin ou... Puis le phénomène, il était quand même assez localisé. Ben oui. Malgré tout, là, c'est pas un phénomène qui était ailleurs. Non, c'est vraiment étrange. Oui, il y a du sang qui aurait été récupéré des animaux aussi. Donc, il y en a qui pensent que peut-être ces gens-là voulaient utiliser le sang pour un rituel. Donc, l'hypothèse de la sorcellerie là, ou du rituel sectaire reste présent sur la table. Oui, je pense que ça pourrait être une piste. Ouais, donc on va garder un œil là-dessus. Peut-être qu'un jour, on en fera un épisode, qui sait, mais c'est très, très, très étrange. S'il y a des Européens qui ont d'autres détails que peut-être nous, on n'a pas, sentez libre de nous écrire et de nous le dire. Hein? Oh oui, absolument. On aimerait ça en savoir plus. Et Seb, maintenant, ton dernier événement marquant. Oui, c'est la purge de Pornhub. Oh! C'est pas pour mes propres besoins là, que je suis triste de la purge. Non, en fait, c'est pour rire que je dis ça, là, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je pense au mois de novembre, le New York Times avait sorti un article qui disait que parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos chaque année qui étaient déposées sur sur Pornhub, à travers de ça, il y avait du contenu pédophile, du contenu, tout ce qu'on veut pas voir, là, d'agression, etc. De viol. De viol, oui, exact. Et parce que pour vous expliquer un peu, pour ceux qui sont parlé Pornhub, oui, Pornhub a quand même... a pris beaucoup du marché de la porno, en fait, a beaucoup rendu le contenu gratuit de la porno et au fil des années, les producteurs de porno n'ont pas eu le choix de s'associer avec Pornhub pour essayer de tirer des revenus de ça parce que justement, les gens, un peu comme sur YouTube, ont la possibilité, ou avaient, je devrais dire, la possibilité de se créer un compte, mais aussi de déposer du contenu, qu'il soit légal ou non, ou du moins que tu as une propriété intellectuelle ou non, dans le sens qu'il y avait beaucoup de piratage de contenu, puis bon, les entreprises de pornographie n'ont pas le choix de s'entendre avec eux, du partage de revenus, etc. Ça honnêtement, là, depuis 2014-2015, ça a bouleversé l'univers de la pornographie dans sa distribution, etc. Mais bref, moi, j'avais jamais entendu... on entendait des trucs, mais qui avait vraiment du contenu qui était à saveur pédophile et tout ça. C'est pas nouveau qu'on en entend parler, mais là, selon l'article du New York Times, c'était très, très présent. Puis dès que l'article est sorti, Visa, Mastercard menaçaient d'enlever leur méthode de paiement. PayPal, en 2019, avait déjà retiré comme méthode de paiement de Pornhub. Et une semaine après, Visa, Mastercard se sont retirés de Pornhub. Fait qu'actuellement, si vous voulez vous abonner au mode premium, là, celui qui nous donnait tout le temps en mode pandémie, là, il donnait la compte premium, il faut juste payer en Bitcoin pour ça. Okay. Mais bref, il y a quelques semaines, ils ont fait le ménage. En fait, c'est que pour essayer de contrôler le contenu qui est déposé sur leur plateforme, que vous soyez pour ou contre la porno, ça existe, puis il y a du contenu légal, mais pour contrôler ça, en fait, ils ont tout évacué, tous les comptes et le contenu des comptes non vérifiés. Puis pour devenir un compte vérifié, il faut que je trouvais le processus le fun, il faut que tu te prennes en photo avec ta pièce d'identité pour démontrer que c'est bien toi. Écoute, ça l'a nettoyé, je pense, le 3/4 du contenu. Pornhub. Okay. D'après moi, l'industrie doit fêter actuellement parce qu'il y avait beaucoup de contenu piraté là-dessus. Les gens, ça a tellement changé la perception que la porno, c'est gratuit. Moi, je trouve que, je veux dire, les gens, ils travaillent aussi pour qu'ils font ça. Là. C'est comme pirater un film régulier et tout ça. Mais bref, cette purge-là, je pense qu'elle a fait du bien aussi. Il va peut-être un peu rebalancer un peu l'économie du monde adulte, je trouve, pour que les gens soient
payés à leur juste part. Mais bref, j'espère que ça a fait du ménage d'une certaine façon par rapport au contenu. Mais j'ai pas l'impression que c'est parce que c'est le plus connu. Mais puis il y a d'autres poursuites aussi. Là. Je pense qu'il y a 40 filles qui étaient dans la compagnie, c'est de Do Porn, Girls Do Porn, ou quelque chose comme ça, qu'eux aussi sont accusés là, d'avoir distribué du contenu pédophile et sur YouTube, etc. Là. Donc, en 2021, on va avoir plus de nouvelles par rapport à ça, mais ça a été quand même une grosse nouvelle de fin d'année, la purge de Pornhub et tout le changement, je pense que ça va apporter. Pour ceux qui ne savent pas, Pornhub, ça appartient à MindGeek. Et MindGeek est situé à Montréal. En fait, le siège social est près de nous. Là, ceux qui circulent sur Descaries à Montréal, le gros édifice avec une ampoule, c'est MindGeek et c'est Pornhub. Mais Pornhub, ils ont Browser, ils font du contenu. Là. Ils ne font pas juste héberger, mais ils ont plein de compagnies de production, ils ont plusieurs compagnies de live cam, de caméras. Et leur siège social, je veux dire, les employés sont au Québec, mais le siège social est au Luxembourg. Évidemment. Oui, moi, au début, j'étais là, Pornhub, c'est le fun, ça amène des capitaux étrangers dans la région, mais crime, tous les profits puis tout l'impôt est ailleurs. Fait qu'on n'en bénéficie pas tant que ça. Là. Oui, il emploie des gens, mais on dirait que je trouve ça un peu malhonnête, là, mais bon, c'est pas la seule entreprise qui fait ça. Là, mais bref, c'est ça, c'était quand même mon événement marquant de l'année. Oui, un des cofondateurs est en train de se bâtir un manoir. Oui, là, exactement. Il doit couper une couple de centaines d'arbres historiques. Oui. Là, une autre histoire qui fait quand même un scandale un peu. Là. Oui, dans son secteur, oui, j'ai vu, oui. Mais bon, au moins les taxes sur son manoir... reviendront au Québec. Exact, les employés qui vont bâtir le manoir, mais tu sais, je lisais un peu toute l'histoire, ça se peut même qu'à un moment donné, je vous arrive avec une mini-disto, parce que quand ça s'est arrivé, j'ai vraiment creusé toute la fondation de Pornhub, ça passait entre plusieurs mains, tu sais, avant, puis c'est une histoire assez particulière et qui a quand même changé un peu le milieu du web et de la porno, puis même eux, ils disaient, l'ancien fondateur, parce que Playboy TV fait partie du catalogue des marques de Pornhub. Puis ils ont toujours voulu se diriger vers l'entertainment aussi également pour mélanger un peu les deux. Pornhub, la seule chose que je trouve qu'ils ont fait d'une certaine façon, ils ont un peu démocratisé la porno d'une certaine façon, dans le sens que la marque est connue, tout le monde connaît ça. Là. Je suis sûr que même ma mère connaît ça, là, dans le sens que ils ont tellement fait parler d'eux. Puis ils ont une bonne équipe de marketing, là, en temps et lieu. Souvent, ils sortent des stats, puis des choses comme ça. Là, quand un film de Star Wars va sortir ou un jeu Fortnite, une saison de Fortnite, c'est ça qui est le plus recherché. Là. Ça a toujours un impact. T'sais, on voit que Pornhub est quand même... C'est une branche de la culture générale, indirectement. Là. Oui. Voilà. Et toi, mon cher Émile, quelle est ta nouvelle... La dernière nouvelle. En fait. Mon dernier événement de l'année. En fait, ça va faire plaisir à nos auditeurs européens. Stéphane Bourgoin, démasqué. Oui, grosse histoire de 2020. Tout d'abord, je sais qu'il y a énormément de distordus qui nous ont écrit par rapport à ça. Ils voulaient qu'on couvre l'événement et tout ça. Stéphane Bourgoin, c'est pas quelqu'un qui est connu ici, hein. Non, c'est quelqu'un que... pas du tout même. Là. Je sais que c'était une grosse histoire chez vous. Pardon, mais chez nous, c'était pas... personne n'en a parlé, là. Mais je sais que ça a marqué quand même le monde du true crime, parce que c'est un auteur extrêmement connu en France qui a écrit... C'est un peu le parrain du true crime. Il a écrit plusieurs livres, il aurait apparemment collaboré avec le FBI, il aurait même été footballeur professionnel, il aurait fait plein de choses. Et puis, en fait, on s'est rendu compte, en 2020... que c'était toute de la bullshit. Que finalement, c'est un mythomane là, même assumé. Il y avait beaucoup de doutes au départ quand toute cette histoire-là est sortie là, avec des vidéos du Quatrième Œil Corporation, la chaîne YouTube qui diffusait ces vidéos-là. C'était juste des rumeurs, en fait. C'est-à-dire que on nous exposait des faits, tout ça. Bon, on sentait que c'était un peu douteux, apparemment, que lui aurait rencontré Charles Manson Ed Kemper, en prison. Exactement. Que même sa femme aurait été assassinée dans les années 70, des choses comme ça. Et puis, en fait, la chaîne du Quatrième Œil venait vraiment démentir toutes ces histoires-là, puis débunker tout le monde, tout le petit univers de Stéphane Bourgoin. Donc, ça a fait vraiment un effet là, tsunami en France, dans le monde des auteurs, même de l'expertise télé, parce que ce gars-là était souvent à la télé à montrer son expertise.
c'est là qu'on voit la faiblesse, hein, puis la dictature des experts. C'est toujours les mêmes experts qu'on voit partout. Puis parfois, c'est le fun de se questionner, est-ce que nos experts sont des vrais experts? Parce que souvent, quand les journalistes vont vouloir un expert pour une entrevue télé, ça va toujours être très rapide. Ça va toujours être, toi, on t'a vu tant de fois à la télé, bon, tu dois être plus expert que lui qu'on a vu moins de fois. Puis, c'est pareil dans tous les domaines. C'est tout le temps les mêmes personnes. Puis, quand on se rend compte qu'une personne, un expert, finalement, c'est plus tant un expert que ça, eh bien, on sait pas combien de gens ont été mentis, là. On sait pas combien d'articles de journaux, combien d'émissions de télé, finalement, ont diffusé de la mauvaise information à cause de cet expert-là qui n'en est pas vraiment un. Mais ce qui est arrivé avec Stéphane Bourgoin, ben, notamment, il y a eu des vraies publications. Là. Il y a un magazine, entre autres, SoFoot, qui est un magazine de foot, là, de soccer, qui, justement, lui, leur a dit non, il n'a jamais joué pour telle équipe de foot. France Inter aussi ont confirmé la même chose. Il y a eu il y a eu plein d'articles, en fait. C'est surtout, entre autres, dans le Progrès, en avril 2020, qu'il y a eu une enquête journalistique qui a mis vraiment là, en lumière toute la bullshit que Bourgoin nous a dit au cours des dernières années. Puis même chose dans le Paris Match, en fait. Ça a vraiment fait un nombre de chocs dans la presse française. Mais c'est, entre autres, dans le Paris Match, puis, dans un autre entretien qu'il a accordé aux Parisiens, que Stéphane Bourgoin a avoué avoir menti sur son passé. Donc, vraiment, il a avoué qu'il y avait plein de mensonges autour de sa vie et tout ça. Bon, il n'aurait jamais rencontré tel détective, il n'aurait jamais rencontré Charles Manson, il n'aurait pas fait tant que ça de séances à l'aide de tueurs en série, de choses comme ça. Mais il se serait plutôt entretenu avec des enquêteurs français lors de séances de signature de ses livres. C'est pas quelqu'un qui avait tant que ça d'informations privilégiées. C'est vraiment un auteur, tu sais. Donc, c'est un peu un bougingo, là. Nous, au Québec, on a eu... cette histoire-là, c'était quoi son prénom? Oui, c'est Stéphane aussi? Bougingo, attends, c'est quoi donc? Je me souviens pas. C'est pas grave, mais bref, nous aussi, on a eu un genre de faux journaliste. C'était pas un auteur true crime, mais un journaliste qui a inventé plein de choses. Des fois, c'est pas grave, ces mensonges-là, mais des fois, c'est grave aussi. Quand on parle d'un journaliste, quand on parle de quelqu'un qui manipule l'histoire... Ben, il écrit des livres. C'est ça. Tu sais, moi, dans Manhunter, par exemple, dans la saison 1, il rencontre Ed Kemper. Là, je fais des recherches, puis crème, là, un moment donné, je me rends compte, Stéphane Bourgoin l'a déjà rencontré. Puis là, je dis, oh my God. Puis là, tout ça est sorti. Qu'est-ce qui est écrit dans son livre? Dans le sens que, je l'avais pas acheté finalement, mais c'est ça, tu sais, comment il a bâti ses mensonges. Il a lu les autres entrevues des gens, puis c'est... ça doit être lourd à porter, tu sais, comment... À un moment donné, je pense que tu dois y croire. Tu sais, tu dois finir par y croire à ton mensonge. Tu sais, j'ai l'impression que les mythomanes, ils doivent, tu sais, mais ils savent pas. Ah, mais complètement. Il a d'ailleurs déclaré à la suite de ça, là, parfois je me fais des films dans ma tête, j'ai toujours voulu qu'on m'aime. Donc vraiment, il s'est inventé un peu une vie autour de ça, là, tu sais. Puis je sais qu'il était rapide aussi sur les poursuites judiciaires là, pour atteinte à la vie privée. Ces trucs-là, au départ, quand ça a sorti, c'est vraiment quelque chose qui est né d'Internet. Hein. C'est des gens qui ont commencé à discuter sur des forums justement des mensonges de Bourgoin, de gens qui étaient qui pouvaient confirmer que justement des proches de sa femme ou de sa prétendue femme qu'elle n'a pas été assassinée, des choses comme ça. Donc c'est vraiment né des discussions des internautes. Puis lui, il faisait taire ça à coup de mise en demeure. Tu sais. C'est pour ça à un certain moment donné, les gens nous demandaient tout le temps de couvrir cette histoire-là. Puis les gens sur notre groupe de discussion partageaient des choses. Puis à un moment donné, j'étais là, mais tu sais, calmez-vous. Jusqu'à date, c'est que des rumeurs. On veut pas trop se retrouver avec de problèmes judiciaires nous-mêmes. Donc, tu sais, mais finalement, les internautes avaient raison dans le cas exact, de Stéphane Bourgoin. Dans le cas de Stéphane Bourgoin. Donc, ça, c'était ma troisième histoire, Seb. J'avais aussi une mention spéciale à Xavier Dupont de Ligonnès, qui, lui, à chaque année,
fait parler de lui, notamment grâce, en fait, il y a eu le magazine Society là, en France qui a publié 2 magazines là, qui se sont vendus, là, ça s'est écoulé sold out à plus de 400 000 exemplaires sur Dupont de Ligonnès. Donc là, il y a d'autres révélations qui sortent, comme quoi sa mère avait fondé une secte, l'église de Philadelphie. Apparemment que c'était quelque chose qui était très présent dans sa vie, le plus qu'on le pensait. Il y a eu des révélations sur son train de vie aussi, comme quoi il y aurait un train de vie très libertin, très ouvert. Bon, ça fait pas de lui un tueur, évidemment, mais ça contribue à son espèce de background ou d'insatisfaction au sein de sa famille. Il aurait liquidé, évidemment, l'héritage de sa femme, emprunté de l'argent à ses proches. Il y a aussi, grâce aux signaux de téléphone cellulaire, un de ses amis aurait fait relativement le même pèlerinage que lui, mais on peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que son ami est mort depuis. Donc, il y a 2 de ses amis proches qui sont morts, un d'un suicide et l'autre, je crois que c'est une cirrhose, quelque chose comme ça. Donc, les 2 personnes qui auraient peut-être la clé de cette histoire-là sont les 2 décédés. Donc, c'est quand même assez étrange. La série même Netflix, Unsolved Mysteries, le reboot, la nouvelle génération de Unsolved Mysteries qui ont sorti sur Netflix, a fait un épisode sur Xavier Dupont de Ligonnès. Puis là, il y a eu aussi d'autres trucs qui sont sortis, notamment le crime d'honneur, notamment qu'en assassinant ses enfants, de Ligonnès terminait la ligne de Ligonnès parce que lui, son père était un comte. Tout ça, c'était la monarchie, l'aristocratie, tout ça. Et puis, ayant honte de son parcours à lui, il a voulu arrêter la lignée de Ligonnès. Donc, il aurait tué, tué ses fils dans ce but-là. Donc, c'est une théorie intéressante quand même. Hein? Oui, moi, de plus en plus, c'est à ça que je crois. Donc, en mention spéciale à cette histoire-là, Lionel Camille aussi, qui s'est mis dans le trouble grâce à ça, qui a sorti une histoire comme quoi un couple aurait accueilli chez eux Xavier Dupont de Ligonnès. Ça s'est avéré être faux. Donc, je pense que Lionel a dû enlever des vidéos de sa chaîne YouTube en raison de ça. Mais bref, il n'y a pas une année qui passe sans que Xavier Dupont de Ligonnès fasse les manchettes. Mais c'est pas cette année qu'ils ont arrêté quelqu'un à l'aéroport qui lui ressemblait? Ça, c'était 2019, puis on avait fait même une interview là-dessus avec la BBC, mon cher Seb. C'est ça. Ah, ben oui, désolé, des fois, 2020, l'espace-temps, il est un peu étrange. OK, oui, c'est ça, c'est l'année passée, j'étais plus sûr si c'était cette année. À cause du spécial de Society. Ben oui. Écoute, on peut prendre quelques minutes, Seb. Peut-être, on a déjà jasé depuis un bout, là, mais on peut peut-être faire nos top contenus, en fait, là, de l'année. Là, télé, film, podcast, tout ça. Balance-nous peut-être quelques idées de contenu en vrac, là, comme ça, puis je vais faire pareil. Parfait. Oui, parce que j'en aurais eu plein. J'en ai choisi 3 pour vous. Oui. Mon premier, c'est Atlanta Missing and Murdered. En fait, ça, c'est le cas des enfants assassinés à Atlanta dans les années 80-90, qui est couvert beaucoup dans la saison 2 de Mindhunter. Là, c'est le cas de fond sur tous les épisodes. Ça, c'est un podcast. Non, c'est une série que, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est HBO qui ont sorti ça. Même moi, je suis en train de l'écouter là, actuellement. C'est excellent. Mais ça doit être basé sur le podcast du même nom. Ah, sûrement. Peut-être. Oui, tu as sûrement raison. Honnêtement, je ne le sais pas. Je suis rendu au 2e épisode. C'est une série documentaire de 5 épisodes sur justement, il y a eu quand même 30 enfants pendant quelques années qui ont été kidnappés et tués. Ils ont fini par arrêter quelqu'un. Ils n'ont pas pu lui attribuer, pour faute de preuves, l'ensemble des meurtres, évidemment. Seulement 2 adultes. Ça lui a amené la prison à perpétuité, évidemment, mais il y a eu quand même presque 28 autres enfants qui n'ont pas pu déclarer à qui ça appartenait, mais c'est presque sûr que c'est lui. Mais bref, ces 5 épisodes-là font vraiment le tour du cas. Moi, honnêtement, je le connaissais pas du tout avant de regarder Mindhunter, la saison 2. Et ça m'a passionné. Et là, je suis carrément dedans. Donc, je vous le recommande. Si vous êtes au Canada, il est sur Crave avec l'abonnement HBO. Si vous êtes en France et tout ça, je vous laisse faire vos recherches. Mais ça existe. C'est très, très récent. C'est sorti cette année. Donc, un épisode de 5 épisodes pour les enfants morts, assassinés en Atlanta. Oui. C'est ça.
Et mon deuxième, c'est la saison 2 de Dirty John. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter avec Betty Broderick. Oui, oui. Excellent. C'est tellement bon. Ça finit mal et tout ça, mais... c'est une excellente série. Ça n'a pas rapport avec Dirty John. Là. Ils ont utilisé le même prémisse, mais dans le fond, c'est une relation conflictuelle dans un couple. Brady Broderick, juste pour... je ne veux pas vous spoiler, là, mais c'est une histoire américaine qui a eu lieu dans les années 80. C'est une femme qui a marié un avocat et qui est devenue extrêmement... comment dire, à un moment donné, il y a eu une relation... Leur couple battait de l'aile et il s'est venu à avoir une relation extra-conjugale avec sa juriste. Et sa femme s'en est doutée. Et ils ont divorcé, mais le divorce s'est pas bien passé. Elle a perdu la garde de ses enfants, mais elle est devenue obsédée totalement. Puis je veux pas vous spoiler, vous divulgacher la fin, mais ça s'écoute là. Je me sens toujours mal de dire que c'est bon parce que c'est pas une belle histoire, mais c'est très très bien réalisé. Puis on alterne beaucoup entre c'est lui le méchant. Oui, c'est elle qui est disjonctée. Mais oui, ça finalement, sont les deux un peu spéciaux. Oui, ils sont les deux très... oui, en fait, comment dire... moi, j'ai beaucoup d'empathie pour elle. C'est honnêtement, là, des fois, elle a pu péter un câble, mais on dirait moi, tout le long, on dirait que je la comprenais d'une certaine façon. Et son ex-mari n'a pas aidé non plus à ça. Là. C'est quelqu'un de très, très égocentrique et très centré sur lui-même. En tout cas, ça n'a pas aidé, mais honnêtement, si vous avez aimé Dirty John, c'est le même genre d'histoire, c'est disponible sur Netflix. Ça a été diffusé à l'origine sur USA Network, mais je pense que même en France, vous l'avez sur Netflix, la saison 2, dont Betty Broderick. Yeah. Et mon dernier, c'est le Casanova de Montréal. Et ça, c'est un podcast, en fait, qui a été fait par Cube Radio, qui est la division podcast de Québécois. Et c'est sorti juste avant le confinement, début mars 2020. Le Casanova de Montréal, en fait, c'est une série de 6 épisodes qui parle ça se passe beaucoup dans l'ouest de Montréal, qui est très anglophone. Et c'est un certain Sheldon Ludwig qui a manipulé beaucoup de femmes et d'anciennes associées par l'amour, mais qui leur a soutiré des dizaines de milliers de dollars à plusieurs femmes. C'est un peu un genre de Dirty John, lui aussi. Oui, exactement. C'est juste, il n'est pas mort. mais ça, c'est très, très... C'est ça, c'est sur 6 épisodes. C'est super intéressant. Même les gens parce qu'ils ont interviewé des gens en anglais, il y a même une version française avec la traduction des entrevues. Puis si vous voulez l'original, c'est intéressant parce que c'est un mélange de français-anglais, dans le sens que les interviews en anglais sont restées en anglais, sont disponibles sur toutes les plateformes. Là. C'est Cube, mais c'est pas juste sur Cube. Honnêtement, moi, je vous le recommande. J'ai trouvé que c'était quand même bien fait. J'aimais l'histoire, puis j'aimais avoir un cas québécois aussi qui se passe ici. On fait très peu de true crime au Québec, là, de production de true crime, surtout en podcast. Donc, je voulais quand même souligner leur travail, le Casanova de Montréal. Voilà. Yeah. De mon côté, maintenant, je vais en sélectionner 3 moi aussi parce qu'il y a eu beaucoup de contenu cette année. Hein. Mon premier choix, c'est une série télé de HBO. Encore une fois, selon moi, HBO, c'est les meilleurs pour les documentaires True Crime. C'est eux vraiment, je trouve, qui ont la meilleure touch là, de réalisation et tout ça, c'est The Vow sur la secte du NXIVM. Donc, si vous avez aimé notre épisode, pas de la dernière saison, mais de l'autre d'avant sur Keith Raniere. Non, il était saison 6, oui. Crime, le temps passe trop vite. Oui, c'est ça. Mais si vous avez aimé notre épisode sur ce sujet-là, sur le NXIVM et Keith Raniere, eh bien, vous pouvez regarder ça. The Vow, c'est assez impressionnant, en fait, parce qu'on suit un peu son numéro 2, tu sais, on suit quelqu'un qui était très influencé par Keith. Ouais. On suit d'abord son processus un peu d'endoctrinement. C'est très intéressant de voir comment ce gars-là a développé une genre d'idolâtrie envers Keith. Et puis par la suite, c'est vraiment
la chute de tout cet empire-là. Tu sais, on se rend compte que justement, nous, dans le podcast, on est allé aussi loin qu'on pouvait, mais c'est parce que dans cette série-là, ce gars-là, en fait, qui est entré dans la secte puis qui est devenu très haut placé, c'était un cinéaste. Donc, il enregistrait presque tout. Donc, tu as énormément d'images d'archives, ce qui est très peu disponible sur le web. Donc, c'est vraiment la plus grande ressource à propos du NXIVM, c'est cette série-là. Puis on se rend compte que ça va même, vous savez, il y avait une branche qui s'appelait le DOS aussi, qui allait très loin, qui était un peu des femmes de la secte qui étaient amenées un peu en tant qu'esclaves. Ils se faisaient même brander au fer chaud. Et là, on en apprend plus là-dessus, tu sais. Puis on se rend compte que Alison Mack, l'actrice, était vraiment plus impliquée qu'on le pensait dans cette histoire-là, tu sais, dans toute la secte, puis dans tout l'endoctrinement des jeunes femmes. Donc, c'est très troublant à regarder. On voit vraiment le passage de l'homme en question, dont j'oublie le nom, de justement qui idolâtre Keith et qui par la suite tente de sauver sa propre femme là, qui est prise dans le DOS. Donc, c'est vraiment une super série là, que je vous suggère. Ah oui, vraiment. Vous allez pouvoir mettre des visages sur les noms auxquels on a parlé dans l'épisode. Là. Même, je vous recommanderais quasiment de les réécouter, si vous voulez, là, mais réécouter notre épisode avant, ça nous met dedans. Puis moi, j'ai aimé ça à cause de ça, parce que tous les personnages, dans les recherches qu'on avait fait, je les connaissais, mais j'avais pas tout le temps des appuis visuels. Puis un peu comme tu dis, si on avait eu ce documentaire-là, avant de faire l'épisode, on aurait eu accès à du matériel qui était exclusif, là, qu'on n'avait jamais eu avant. Non, moi aussi, c'est dans mes coups de cœur de l'année. Là. Ah oui, tout à fait. Mon autre coup de cœur, écoute, il y en avait plein que j'avais. J'ai adoré McMillions, qui est une série sur la fraude du Monopoly de McDonald's, qui est vraiment bon. J'ai adoré Tiger King aussi, sur les Joe Exotic, puis les éleveurs de tigres et de félins. C'est une série complètement renversante. Mais mon numéro 2 va à la série The Mind of Aaron Hernandez sur Netflix. En fait, la série s'appelle Killer Inside, The Mind of Aaron Hernandez. En fait, c'est un documentaire true crime en 3 épisodes qui relate justement un peu le parcours de Aaron Hernandez, qui était un joueur professionnel de football américain qui a complètement disjoncté à un moment donné, puis qui a tué quelqu'un qui était dans son entourage, un certain Odin Lloyd. Et puis, cette histoire-là a révélé d'autres histoires de meurtres desquelles Aaron était peut-être impliqué. Donc, ça a carrément ouvert une boîte de Pandore. Et puis là, le documentaire nous fait vraiment passer par toutes les étapes de sa vie. Ça nous met bien en contexte pour savoir qu'est-ce qui l'a amené à disjoncter comme ça puis à tuer cette personne-là. Tu sais, pour quelle raison il a fait tout ça. Puis, ça lève le voile un peu sur tout le mystère. Donc, c'est très troublant. Aaron Hernandez a mis fin à ses jours aussi en prison. On le sait sans doute pour éviter que parce qu'il y a certains États aux États-Unis où la loi, un peu comme Epstein en fait, où si tu meurs en attente de ta sentence, les victimes ne peuvent pas bénéficier en attente de ton procès, pardon, les victimes peuvent pas bénéficier de rien en fait. Donc dans son cas à lui, Aaron Hernandez, c'est un joueur de foot, il y avait des millions de dollars, mais vu qu'il s'est suicidé avant son procès, eh bien il y a pas eu les victimes n'ont pas eu la chance d'avoir un sou. Donc, c'est quand même assez traumatisant tout ça. Donc, c'est mon top 2 dans le contenu, si on met tout le contenu ensemble. Et mon numéro 1, en fait, c'est un podcast. C'est sans doute le podcast de l'année. C'est Rabbit Hole, qui est un excellent podcast qui, en fait, Rabbit Hole, ça traite de radicalisation en ligne, c'est de echo chamber, encore une fois. On suit, en fait, un internaute qui, lui, s'est radicalisé au fil du temps, qui est passé vraiment d'un discours, je dirais, plus balancé vers un discours d'extrême droite au fil de vidéos YouTube. Donc, Rabbit Hole, le thème du podcast, c'est vraiment l'animateur revient sur le processus de radicalisation de cet homme-là en faisant le tour de son historique YouTube depuis 5 ans. Parce que ton historique YouTube te permet de remonter excessivement loin, beaucoup trop loin, beaucoup plus loin que ce que tu en as besoin. Puis c'est vraiment en passant d'une vidéo à l'autre qu'on se rend compte non seulement comment l'algorithme de YouTube fonctionne, c'est-à-dire plus tu tombes dans un rabbit hole, plus tu tombes dans des sujets de niche, plus il va t'en proposer. Donc quand tu es un peu à gauche, il va te proposer du contenu à gauche.
gauche. Quand tu tombes à droite, il va t'en proposer aussi. Puis ce gars-là a été complètement radicalisé avec sa consommation de contenu sur YouTube. Donc, c'est un podcast c'est qui produit incroyable. Ça? Il me semble que c'est le New York Times. C'est New York Times. Moi, je veux pas te... Mais me semble, là, je fais une recherche rapide au moment où on se parle. Et c'est le New York Times qui produit ça, oui, effectivement. Je vais faire mes devoirs. Donc, c'est revenu évidemment dans les top podcasts de 2020 selon Apple Podcast. C'est dans tous les palmarès encore. Je vous conseille vraiment d'aller le regarder, pas le regarder, mais de l'écouter parce que c'est très inspirant, c'est très distordu, c'est vraiment dans la thématique distorsion. Vous devez absolument regarder ça. Okay. Regardez ça, je suis tannant de dire, on se promène d'un médium à l'autre. Oui, on se promène d'un médium à l'autre. On a une petite bière, on commence à avoir une petite bière dans le nez aussi. Puis, mention spéciale aussi à Reply All, qui est un autre podcast, qui n'est pas un podcast de cette année, de 2020. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Oui, mais Reply All ont fait une grosse série sur QAnon cette année. Ils ont vraiment démystifié le concept. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ça aussi. Ça montre à quel point les croyances envers les théories du complot peuvent détruire des familles, même amener des conflits, tout ça. Donc, Reply All ont fait une super bonne série là-dessus. Okay. C'est toujours dans mes favoris. Malgré tout, là, c'est un podcast vers lequel je reviens toujours. Traite totalement bien de chaque sujet. Non, Reply All, comme tu dis, bon choix. Ah, mais merci de ta liste, c'est cool, c'est un très bon choix. Oui, merci toi aussi, Sam. Ça va nous donner des choses à regarder pendant le reste de cette pandémie. Oui, exact. Yes, c'était cool de reprendre du micro en ta compagnie, mon cher. Oui, mais plaisir partagé. Ça me craint là, pour 2021, là, j'ai hâte qu'on revienne. Donc, merci à vous, chers distordus. N'hésitez pas à nous dire c'est quoi, vos meilleurs contenus de l'année, vos histoires de l'année, vos meilleurs épisodes de Distorsion de l'année 2020. Si on peut justement closer cette année-là en beauté. Ouais, c'est ça. Faisons-le. Mais c'était un plaisir, encore une fois, de se réunir autour d'une petite bière pour discuter comme ça, là, sans filtre, dans un épisode non scripté. Ouais. Comme ça, là, comme si c'était un after show. Donc c'était un plaisir. Excellent. Puis oui, on vous souhaite aussi également une très bonne année à tous nos distordus. On sait que 2020 a été une année particulière. 2021 sera différente. Différente comment, on ne le sait pas encore. Ouais. C'est difficile, comme on le disait en début d'épisode, de prévoir quoi que ce soit, mais on va espérer que les vaccins nous ramènent à une vie plus normale. Yes. Eh bien, là-dessus, on vous dit à tous... à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Oh oui.